Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée à la baston, à la bagarre, à l'art du bourre-pif, aux techniques de savate, aux querelles de ninja, aux chahuts de pirates, aux crosses de héros, aux noises de hunter, aux grabuges dans nos séries préférées, bref, à nos meilleures scènes de baston. D'ailleurs, en préparant cette émission, on a assez vite pensé à une scène de baston marrante. Je sais pas pourquoi, c'est celle-ci qui est arrivée vite dans nos petites têtes. C'est dans Radiant, à la fin de l'arc Rumbletone, il y a un face-à-face entre Seth et Conrad de Marbourg, autrement appelé le moustachu. Et je trouve cette baston très très drôle. En fait, je sais pas, c'est peut-être sûrement pour ça qu'elle est arrivée dans nos têtes directes. On l'appelle moustachu, mais pas jusqu'à la fin du combat, du coup, parce que sa moustache, elle est rapidement arrachée quand même. Il y a ça, c'est-à-dire que c'est quand même un combat à la fin, enfin l'un des combats héroïques à la fin d'un arc assez violent. Ah oui, il est épique, ce combat, il est épique de ouf. Et violent dans les mots, violent dans tout. Et le combat, quels sont les twists du combat? Seth, le héros, essaye de lui faire un bisou à Conrad et il lui arrache ses moustaches pour les porter lui-même. Ouais, mais en même temps, c'est un des combats que je trouve le plus fun que j'ai pu lire ces derniers temps, parce que fun et héroïque. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un vrai côté fun parce que il s'échange les vannes, donc ça peut vraiment ressembler à une battle de vannes, tu vois, de qui va trouver la meilleure vanne. Genre ça, t'arrêtes pas d'essayer de me faire des bisous et compagnie, mais en même temps, ils s'envoient des grosses patates de bâtards, des et ils gros détruisent la moitié de la ville, enfin la moitié du mur en tout cas. Mais ouais, vraiment, c'est une bataille à Luffy un peu, tu vois, c'est une bataille où on fait des blagues, mais en même temps on s'en met plein la gueule, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le mélange fun et épique, c'est le shonen poussé à son paroxysme. Ah, c'est ça, il y a un petit côté Aqua Luffy quand il met les moustaches. Effectivement, il y a un petit côté Aqua Luffy, mais on parlera peut-être tout à l'heure. Ah, il y a un côté, genre, il lui arrache les moustaches en lui mettant un coup de genou dans le menton, et en plus, il se met les moustaches sur la gueule après pour dire mais oui, c'est moi le comte de Marbourg, tu vois, enfin, il se fout de sa gueule. Et ça fait une scène de bagarre française, et je suis désolé, mais en France, on a un savoir-faire pour la bagarre. Baston et manga, nos 9 autres scènes favorites, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, tous ensemble, nous allons disséquer des PC charcutés et aimer le manga, mais surtout les mangas avec de la baston dedans. Lui, il est à la bagarre ce que Chuck Norris est à la création du monde, c'est-à-dire l'essentiel. Salut Cagnard. Salut, je suis l'alpha et l'oméga de la bagarre. Expert en bagarre, docteur en tatane, tu es aussi en train de monter un véritable projet, hein, le magazine Passion Bagarre. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, sur ce magazine, ce projet que tu es en train de monter en ce moment? Alors, t'étais absolument pas censé parler du magazine Passion Bagarre, vu que c'est un projet que je développe en secret. Donc je ne dirai aucun mot à propos du magazine Passion Bagarre. Par contre, c'est un appel à projet. S'il y a des rédacteurs qui seraient intéressés juste par le titre de ce magazine, sans savoir ce qu'il comportera, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Il est le Jet Black de la baston, c'est-à-dire qu'il lui faut du jazz pour pratiquer les arts martiaux. Salut Robin. Salut. Ça va? Ça va, je vais dorénavant, je vais d'ores et déjà m'abonner au premier numéro de Passion Bagarre, quelle que soit la date à laquelle il va sortir, mais... Je crois qu'on est sur un 2022 pour l'instant, par rapport au 3-2. Tu es déjà signé pour la rubrique shopping. Est-ce que tu t'y connais en tesson de bouteille? Je m'y connais en bouteille en tout cas. Senken, tout ça, tu maîtrises? Bah, quand tu les casses, tu sais quelle langue ça va aborder. Je suis plutôt sur de la canette, mais... Ah, la canette, c'est bien aussi. Il est embauché. C'est très bien. Mais seulement avec du jazz ou pas? On se battra pas sur fond de jazz, ouais. Par contre. Hashtag 5DC pour réagir à ce top sur nos scènes de baston favorites dans le manga. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. Le hashtag 5DC, c'est pour tout le reste d'internet. Parce qu'en fait, normalement, avec ce hashtag, tu nous retrouves partout. Sur tout l'internet. Sur tous les internets. Tous les internets. C'est très important. Et peut-être le hashtag Passion Bagarre. Ça, c'est ton hashtag à toi, ça, c'est ton projet. Vous venez de lancer, c'est pas moi qui l'ai lancé. C'est ton projet, mec. Rejoignez-nous. Avec Passion Bagarre, rejoignez-nous. Comment va se passer cette émission? Nous avons listé 9 scènes de baston, plus Radiant. Oui, seulement 9 en plus de celles sur Radiant. Alors pourquoi celle-là et pas d'autres?
pourquoi ce sont des scènes qui nous ont marqué, comment on les a sélectionnées. On va tout vous dire au fur et à mesure. Mais il est important de souligner une chose. Il est important de souligner que ce sont nos choix, des choix totalement subjectifs. Il faut aussi dire qu'on a décidé de n'en prendre qu'une seule scène par manga, même si on avait d'autres dans les séries dont on va parler. Évidemment, on a pris que 10 en tout, donc on a fait des choix qui devaient absolument nous plaire à tous les trois en plus. Ça, c'est important aussi. Donc si certaines scènes ne sont pas dedans, c'est aussi parce qu'on n'était pas tous les trois d'accord. Tout à fait. Et voilà. Et c'est là que ça s'est avéré le plus compliqué. Mettre 3 personnes, on n'est que 3, hein, mettre 3 personnes d'accord pour choisir 9 à 10 scènes de baston, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Il est donc possible que certains d'entre vous fassent « Quoi ? Ils ont pas pris Ashita no Joe ?» Eh bien non, voilà, tout est délibéré, on n'a pas pris Ashita no Joe. Oui, bah Julie est pas là en même temps. Voici donc nos choix, nos 9 scènes cultes de baston dans le manga dont on avait envie de parler et qui nous semblent incontournables. Je vous fais la liste rapidement ou on garde la surprise au fur et à mesure pour les auditeurs ? On garde la surprise. Comme une bonne bagarre. Bah voilà, on sait pas ce qui va arriver. Eh bien, ce qui va arriver, c'est la première scène. Cagnard, je te laisse nous en parler. C'est dans Naruto, c'est Rock Lee versus Gaara. Quoi ? Il n'essaie même pas d'esquiver mes coups ? C'est tout ce que tu sais faire. Laisse-moi m'amuser encore un petit peu. J'en veux encore plus. Beaucoup plus. Alors, il n'y a pas d'ordre préétabli. C'est pas un oui, top c'est pas le 10, top c'est 1. pas un top 9, c'est pas le top 1. C'est les 9 premières, tu vois. Elles sont toutes sur la ligne d'arrivée, elles sont arrivées en même temps. Toutes sur la ligne, mais ça me faisait chier de commencer par Naruto si jamais on disait que c'était le dernier. On dit qu'on commence par le premier si tu veux. Ouais, mais ça me fait chier aussi de commencer par le premier avec cette scène. L'important à savoir, c'est qu'il fallait obligatoirement Naruto. Parce que en termes de baston, je trouve que on était tous d'accord là-dessus qu'il en fallait une. C'est là que ça a commencé à se compliquer. Il fallait en choisir qu'une seule. Donc on a fini par choisir le combat de Rock Lee et Gaara pendant le tournoi de sélection. Je sais plus comment il s'appelle, le tournoi de... pour qu'ils deviennent... c'est bon, je l'ai dans mes notes. Alors ça va être un épisode où j'ai beaucoup de notes. C'est le tournoi d'examen de ninja classe moyenne. Voilà. 3e partie. Je l'ai noté ça aussi. Et donc Rock Lee tombe contre Gaara, pas de chance. Ouais. Bah pas de chance en fait, non, quasiment coup de chance pour Rock Lee, parce que pendant toute la phase de cette tournoi, c'est un des derniers affrontements. Et il attendait depuis un moment de se battre. De pouvoir montrer de quoi il était capable. Parce qu'en vrai, Rock Lee, on l'a vu apparaître très tôt dans cet arc, on l'a vu apparaître au niveau de juste avant la phase 2, quand il y a l'examen dans la forêt. On l'a vu apparaître, il s'est battu avec Sasuke très brièvement, mais il a mis une mini trempe à Sasuke. Mais mine de rien, on l'a pas revu depuis. Et c'est ce que j'aime bien dans cet arc, c'est que ce tournoi, il va nous présenter vraiment... pas il va nous présenter, au contraire, il va rentrer en profondeur dans la description de plein de persos qu'on a vus juste avant, mais on n'a pas pu voir vraiment ce qu'ils étaient. J'allais juste préciser, ce combat commence chapitre 81 dans le tome 9, c'est l'intro du combat, et le vrai début du combat, c'est dans le tome 10, chapitre 82. Tu peux continuer. Voilà. Mais Rock Lee participe déjà, quand Lee qui participe à tous les combats précédents, il est là parce qu'il est à côté de Naruto et il échange énormément avec lui. Et il donne des impressions avec lui. Et ce que j'aime bien dans cette phase, c'est qu'on découvre Rock Lee et on découvre que c'est un simili Naruto. C'est un gars qui a beaucoup d'empathie et qui a... Limite, tu sens qu'il a toujours une petite préférence pour le loser du duel, tu vois, qu'il va y avoir. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette phase parce que pendant ce battle, tu vois que il s'intéresse à tout le monde, il s'inquiète pour tout le monde, et en même temps, on voit qu'il a un petit côté, boudeur, tu vois. Parce qu'il s'attend à participer au combat tout le temps, sauf que son nom est pas choisi. Et quand il est choisi, c'est l'avant-dernier combat, je crois, quelque chose comme ça. Et il dit non, je vais pas participer parce que c'est bon, vous m'avez trop saoulé, tu vois. Donc tu sens que t'as un perso qui est à la fois Neketsu, qui brûle vraiment, mais qui en même temps peut avoir un côté gamin, parce que en même temps, ce sont des enfants. C'est des gamins, quoi, vraiment. Alors, pourquoi ce combat Rock Lee Gaara et pas celui contre Pain? Pourquoi Naruto contre Pain? Pourquoi pas Naruto Sasuke? Pourquoi celui-là? Parce que c'est un des combats les plus visuels, je pense, que Kishimoto ait fait. Et en même temps d'être visuel, il a une portée hyper tragique.
vraiment. Alors je vais essayer de résumer le combat rapidement. Alors pour les auditeurs, on va spoiler, hein, oui évidemment, qu'on soit d'accord. Et voilà, le combat avec Gaara se lance, mais sachant que ça fait déjà 1 ou 2 tomes qu'on n'arrête pas de prévenir, si tu tombes sur Gaara, abandonne. On prévient pas spécialement Rock Lee, on prévient le lecteur. Oui. Dit genre, si tu tombes sur Gaara, abandonne. Et finalement, le nom de Rock Lee est annoncé, Gaara y va, Rock Lee y va. En plus, il y a un petit effet temporel. Gaara y va avant que son nom soit indiqué, comme s'il savait très bien que c'était son nom qu'allait être indiqué. Et Rock Lee y va, mais vraiment sans flip. Il y va en fonçant, en disant ça y est, c'est mon tour, on y va quoi. Et alors, de ce que j'ai pu noter, c'est un combat qui s'articule en 4 phases. C'est un combat qui s'articule énormément sur la vitesse, sur la vélocité. Et sur le sable. Ouais, sur le sable, sur le sable aussi. Mais d'un point de vue graphique, c'est surtout sur la vélocité que Kishimoto va montrer que, en fait, c'est un auteur qui fait des merveilles, vraiment quoi. Donc tu vas avoir une première phase, c'est le début du combat. On va vraiment avoir Rock Lee qui tourne autour de Gaara et qui va le taper. Tout le monde est étonné de la rapidité de Gaara, de Rock Lee, vraiment. Sauf que Rock Lee s'énerve, va très très vite, mais Gaara ne bouge pas. Ouais. Il ne bouge pas, il y a vraiment un bouclier de sable qui l'entoure, ça le touche pas, il a toujours les bras croisés, il bouge pas d'un pouce en fait. Alors que tout le monde est déjà en train de dire putain, la vitesse de Rock Lee c'est quand même un truc de ouf. Ouais, mais Rock Lee, ce bouclier de sable, qu'est-ce qu'il va en faire ? On va passer à la phase 2, qui est déjà une phase assez stylée de Guy, le maître de Rock Lee, lui dit allez, tu peux y aller. Il lui fait un signe, il lui dit tu peux y aller, fonce. Là, Rock Lee retire des poids qu'il a au niveau de ses jambes. Et on dirait juste des poids, mais en fait, c'est des poids qui sont chargés avec du chakra et donc c'est des poids de ouf. Là, on va déjà atteindre la 2e phase de la vitesse de Rock Lee. Et ça vous rappelle rien, ces poids qu'on enlève pour être plus fort ? Ça nous rappelle l'histoire du manga. Ça vous rappelle un truc ? L'histoire du manga. Ça te rappelle quoi, Robin ? Moi, ça me rappelle moi la salle de sport. Moi, ça me rappelle la salle de sport, tu vois. Oui, toi, quand t'enlèves tes poids à la salle de sport. Mais c'est vrai que c'est une caractéristique qui arrive assez souvent. Genre, enlève tes poids. Mais ça arrive moins maintenant. Ils le font moins, le truc de enlève tes poids. On l'a bien usé quand même, le coup des poids pour combattre. On l'a bien usé, mais mine de rien, là, ça marchait encore pour moi. Là, carrément. Il laisse tomber ses poids et là, direct, tu sens qu'il va passer un cap dans la rapidité. Et chaque dessin de Rock Lee, il est bourré de traits de vitesse, vraiment. Et là, tu sens qu'il tourne de plus en plus autour de Gaara, qui se rapproche de plus en plus. Et l'armure de sable, qui était une espèce d'ovale autour de Gaara, elle commence à se rapprocher en fait, parce que Gaara a de plus en plus de mal à suivre, vraiment quoi. Et tu sens que Rock Lee se rapproche. Et là, t'as une putain de phase où Rock Lee met un coup de talon sur le crâne de Gaara. C'est pas une pleine page, c'est 3/4 de page, mais ce dessin m'a toujours fait tellement kiffer. Il lui met un gros coup, tu vois. Mais déjà, tu te dis que Lee, il commence à devenir trop rapide pour les yeux du lecteur. Parce qu'en vrai, tu commences à le voir de moins en moins. Tu commences à voir des traits. Tu vois plus spécialement le dessin de Lee, quoi. Là, on avance encore et on découvre que en fait Gaara, à force de se protéger, il a une armure de sable et plus qu'un bouclier, une armure qui est collée à son qui est vraiment collée à son visage, sa peau, ouais. Qui est collée à sa peau. Et du coup, première déception, en fait, Rock Lee n'a mis aucun coup à Gaara, aucun coup qui a porté en tout cas. Et en plus, Gaara, il reste stoïque. Zéro expression. Il commence à lever un petit sourcil s'il en avait, mais il commence à lever un petit sourcil. Mais on reste à un lever de sourcil, genre. On reste à un lever de sourcil, mais déjà c'est pas un gros boulet, c'est que un boulet. Voilà, c'est un boulet, exactement. C'est pas un gros boulet, c'est un boulet, quoi. C'est à ce moment-là que Lee sort la fleur de lotus, qui est une putain de technique. La fameuse fleur de lotus. On augmente encore au niveau du dessin, au niveau de la rapidité, et vraiment on voit de moins en moins Rock Lee pendant ces dessins. On met de l'enjeu sur la fleur de lotus, on dit que c'est une technique dangereuse. On dit que c'est une technique dangereuse. Il y a un échange entre Kakashi et Guy déjà. Kakashi qui dit mais t'es sûr t'as appris cette technique? Il dit mais t'inquiète, il sait. La marguerite, ce serait pas plus facile à un moment donné? Il sait ce qu'il fait. Là t'as un petit flashback qui arrive et qui explique comme quoi en fait Rock Lee ne maîtrise que le taijutsu
Et pas les autres techniques. Et pas les autres techniques de ninjutsu et compagnie. Et donc les arts coup de pied, coup de poing, il s'en est donné à cœur joie là-dedans, il s'est donné à cœur perdu là-dedans. Il continue au niveau de cette technique, il l'enchaîne avec la fleur de lotus et manque de peau, la fleur de lotus ne marche pas. Là, il commence à se faire tataner un petit peu par Gaara, qui dit ça va parce que Gaara, il éveille en lui. À un moment donné, il va falloir finir ce combat. Oui. Il va falloir y aller. Il avance et là, c'est à ce moment-là que Rock Lee, il sort la fleur de lotus recto. Il y a une montée en puissance que j'adore parce que Gaara s'en est pris plein la gueule. Et c'est le moment où son maître lui dit « Vas-y, tu peux tout défoncer ». Et il y a un échange entre Kakashi et Guy, vraiment, où tu ne sais pas de quoi il parle. Ou Rock Lee s'en est pris plein la gueule. Rock Lee, pardon. Oui. Il s'en est pas pris plein la gueule, il s'est pris 2-3 coups, mais un peu sale quand même, tu vois. Et il y a vraiment un échange entre Kakashi et Guy que j'adore parce qu'il parle d'un truc qu'on ne sait pas. Et Kakashi lui dit, et là tu comprends que c'est plus en mode genre, mais tes élèves sont trop forts. C'est genre, mais là t'as été taré de lui apprendre cette technique-là, quoi. Vraiment. Et là, tu apprends ce qu'est la fleur de lotus recto, qui est donc une... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il ouvre les verrous psychiques, et tu sais que plus il ouvre de verrous psychiques, et plus il a de chances de mourir, c'est-à-dire 95% à peu près de chances de mourir. Il ouvre les portes. Il ouvre les différentes portes. Et c'est à ce moment-là qu'il a l'air stylé. Bon, il devient Super Saiyan, quoi. Il a vraiment une aura autour de lui, il devient Super Saiyan. Et ce qui est ouf au niveau du dessin, et c'est pour ça que avec sa coupe au bol, il est pas du tout stylé normalement. Il est pas du tout stylé. Et moi, en plus, il y a vraiment ce truc que Guy, à la base, c'est un perso que j'aimais pas parce que quand il est apparu la première fois, je me suis dit ok, c'est sympa, vous avez pompé Bruce Lee, c'est trop cool. C'est un perso qui a des yeux tout ronds, tu vois. Je l'ai pas trouvé stylé, quoi, à la base. Mais là, Rock Lee devient stylé à ce moment-là. Mais là, il devient trop stylé. Et d'ailleurs, vraiment, on peut suivre une évolution dans le dessin au niveau de ce combat. C'est que à partir de ce moment-là, en fait, tu vois plus du tout Rock Lee. Tu le vois plus du tout. Tu vois de la fumée. Tu vois des champs de fumée. Tu vois des ondes de choc quand il met des coups. Mais tu le vois plus. Gaara le voit plus. Le lecteur le voit plus. Mais parce qu'en fait, tu vois le dessin, l'une des seules illustrations où on a Rock Lee vénère. Il est trop compliqué à dessiner en mouvement, je pense. Ah non, je pense que c'est une vraie volonté de montrer que là, ça va trop vite. Pour tout le monde, mais je pense aussi qu'il y a une question de. Il l'a trop bien soigné. Oui, et puis de toute façon, dans des actions en mouvement, il vaut mieux toujours faire un plan assez large. Et oui, c'est plus facile de montrer un plan large et montrer de la fumée, mais par contre, bizarrement, on arrive à suivre encore les mouvements de Rock Lee, alors qu'on le voit plus. En vrai, on le voit plus, mais on voit les impacts qu'il donne. Et comment se termine ce combat finalement ? C'est là que j'adore, c'est qu'il se termine d'une manière tragique. Il se termine vraiment d'une manière tragique parce que cette attaque ne fonctionne pas. Elle fonctionne quand même, mais Gaara n'est pas battu et il va réussir à l'emprisonner avec du sable. Il va prendre sa main et sa jambe et il va les briser directement. Et le combat s'arrête là. Ils sont obligés d'arrêter le combat. C'est Sai qui intervient pour arrêter le combat. C'est ça, Guy. Oui. Et qui prend Rock dans ses bras. Et qui vient après et vraiment, c'est un combat que j'adore d'un point de vue graphique parce que il se suit, il y a quasi pas de parole, tu vois, c'est vraiment juste du visuel. Là, t'as mal au cœur. Et je me rappelle, à la fin, c'est hyper touchant quand Guy il arrive et qu'il le prend dans ses bras et qu'il dit c'est bon, champion, genre c'est bon champion, t'as tout donné. Tu seras un ninja. T'as un côté Rocky, quoi. Tu seras un ninja. Vraiment, genre t'as perdu, mais t'as gagné quand même, quoi. Mais j'adore parce que c'est vraiment un combat d'opposition. Que ça soit en termes de caractère entre Gaara et Rock Lee. Gaara, c'est un génie tout court. Tu découvres que Rock Lee est un génie de l'effort. C'est vachement bien à ce niveau-là. Au niveau des techniques, Rock Lee, il est niveau pied-point. Gaara, c'est des techniques de sable et compagnie. Il y a vraiment un truc genre Lee est rapide, Gaara est immobile. Vraiment, il fait aucune... En fait, ces techniques sont assez lentes, mais Rock Lee est tellement affaibli qu'elle fonctionne. Et j'aime bien ce truc. Il y a c'est un peu le truc des combats de tout ce tournoi. Il y a des oppositions vraiment à chacun de ces combats. Il est complètement opposé, quoi. Et tout ce tournoi, enfin toutes ces épreuves, même en fait, l'intégralité de l'examen est vraiment stylée dans Naruto. C'était donc Rock Lee versus Gaara, le combat de Naruto. Que m'arrive-t-il ? Une force m'attire vers Batosai. Je suis aspiré par l'espace qui nous sépare. La puissance du choc au moment où nos lames se sont rencontrées a créé une zone de vide à l'endroit de l'impact.
Et à présent, l'air revient à sa place avec une force inouïe, impossible d'y résister. Même si son adversaire parvient à esquiver les griffes du dragon, le vent qui souffle autour de la bête l'immobilisera et il sera déchiqueté par ses coups. On passe à la suite, c'est avec Kenshin le Vagabond. Qui sont les antagonistes, Robin? Bah Kenshin et Shishio quoi. Bah oui, forcément. Je sais pas, tu parles de Kenshin, il y a un combat qui te vient en tête, c'est celui-là, non? Ouais, il y a plein. Non, il y a plein. En fait, en vrai, il y a plein de super combats. En fait, il y a un combat minimum par tome dans Kenshin. Même pas par tome. Oui, il y a tous les 3 chapitres, c'est une base, je pense. Il y a beaucoup de combats dans Kenshin, mais c'est vrai que si on doit en retenir qu'un seul, c'est celui-là, parce que Shishio c'est le méchant le plus classe du manga, tout simplement, et parce que c'est un combat que t'attends depuis longtemps. Shishio, t'en as entendu parler depuis longtemps. Kenshin, il arrive. Autant avant on était sur les tomes 9-10 pour Naruto, là sur Kenshin le Vagabond on est chapitre 137 jusqu'au 145, donc chapitre 16 dans l'édition normale. Ouais, tome 16 l'édition normale, et Perfect ça va être 13 et 14. Ouais, 13 et 14. Voilà. Donc c'est vrai que ça arrive assez loin parce qu'en fait Shishio c'est le méchant central de Kenshin, on va dire, même s'il y a un arc après. Oui, ensuite, mais c'est le méchant. Les vrais fans de Kenshin savent que Kenshin s'est arrêté avec Shishio. Tu vois, non, puis Shishio c'est l'antagoniste, le méchant culte de Kenshin. Culte de Kenshin, donc c'est vrai que moi j'ai surtout pensé à ce combat-là, donc. Alors le contexte, on est Kenshin et ses amis sont allés dans l'antre de Shishio affronter ses différents subalternes qui s'appellent les 10 sabres de mémoire. C'est ça. Voilà. Donc il y a eu plein de combats qui se sont enchaînés et tout ça. Kenshin lui-même a enchaîné 2 combats contre Aoshi, qui était un mec qu'il avait déjà rencontré avant avec ses 2 sabres. Puis le numéro 2 de Shishio. Il les a défoncés. Mais du coup, il est un peu fatigué quand même, hein, parce que c'était pas des combats non plus. Plutôt que de se dire, tout le monde lui fait, tu veux te reposer avant d'affronter. Hein, tu vois. Et le pire, c'est, on est quand même sur le moment où on a le héros face au grand méchant et on lui fait, tu veux pas te reposer ? T'as l'occasion de te reposer si tu veux. Allez, vas-y. Et en fait, non, lui, il fait non. Maintenant, je suis là, j'y vais et tout, donc il y va. Il va affronter Shishio. Shishio, il l'attend, et en plus, Shishio, il est super content de pouvoir enfin se battre parce que ça fait non seulement longtemps qu'il s'est pas vraiment battu et qu'en plus, Kenshin, c'est vraiment l'adversaire qu'il rêvait d'affronter parce que c'est le mec qui représente l'opposé exact de ce qu'il est. Bah oui. Donc, il est réjoui de pouvoir enfin affronter ce mec-là. Kenshin, lui, il est jamais vraiment réjoui d'affronter des gens parce que c'est un bon gars, tu vois, mais puis bon, en plus, il a son sabre à l'envers. Mais bon, c'est un brave gars, Kenshin. Donc il y va, quoi. C'est un brave gars. C'est quand même un mec qui se bat avec un sabre monté à l'envers. Voilà, quoi. Parce qu'il veut pas couper les bras et les jambes des gens. Parce qu'il a pas compris dans quel sens ça se tenait, un sabre. Non, lui, il tient le sabre dans le bon sens. Il l'avait bien compris, évidemment. Et donc bref, voilà, on a ces 2 antagonistes ultimes qui se retrouvent face à face. Et Shishio, on l'attend depuis le début. Parce qu'on l'a vu, on a vu un petit peu de quoi il était capable, mais on l'a jamais vraiment vu se battre, donc on a qu'une envie, c'est de voir un mec qui a un caractère design comme ça, voir ce qu'il peut donner en combat, parce que le mec il est trop stylé. Pour ceux qui ne l'ont pas lu Kenshin, mais oui. C'est un personnage qui est recouvert de bandages. Oui, c'est un genre de momie, oui. mais de momie samouraï. Momie, tu vois, voilà, tonique, une momie tonique. Voilà. Mais du coup ça lui donne un côté hyper badass parce qu'on voit pas son visage, son visage il est caché et tout son corps est caché derrière des bandages et il est nerveux sur l'attaque quoi. Et puis voilà, du coup le mec il est nerveux sur l'attaque quoi, comme un bon vin blanc quoi. C'est ça, exactement. Et bref, donc on a ces 2 antagonistes face à face. Je vous fais les différentes phases du combat. Vas-y. Comment ça se passe? Donc voilà, on a échange de regards. Il a morflé en plus Kenshin. Échange de regards, Kenshin il est fatigué, Shishio il est chaud. Là ça commence, direct ils s'affrontent. Bing. Shishio il nous montre son pouvoir directement. C'est que son sabre, l'extrémité, la pointe de son sabre s'enflamme quand il le frotte contre son fourreau. Ouais, mais ça c'est pas un pouvoir magique. C'est un petit peu surprenant et c'est pas vraiment un pouvoir magique parce que dans Kenshin il n'y a jamais de pouvoir magique. Tout s'explique de façon rationnelle. Mais alors, j'adore l'explication. Il y a toujours des explications parce que les pouvoirs dans Kenshin sont toujours invraisemblables, mais ils sont toujours explicables. Et là, c'est que en fait, Shishio, il a un sabre où il est pas lisse son sabre. En fait, c'est des petites dents.
Et donc, Comme un couteau à pain. Voilà, comme un couteau à pain, mais avec des toutes petites dents. Et quand il tranche les gens, ça laisse de la graisse entre les petites dents. Parce qu'il lave pas son épée. Et donc, quand il frotte son épée, avec la graisse, avec les étincelles, ça enflamme en fait. Du coup, c'est la graisse humaine des gens qu'il a tués qui enflamme son sabre. Et là, c'est un contexte parfait vu que ça enflamme autour d'eux. Oui, voilà. Et en plus, ils sont dans une arène où il y a des flammes tout autour. Donc, c'est vraiment un combat qui est placé sous le signe du feu. Et là, on est là, c'est un combat de shonen. C'est un combat bouillant au sens propre du terme, quoi. Donc, ça commence. Shishio, il enflamme son sabre. Il commence à se battre contre Kenshin. Kenshin, il se dit, tu sais, il est malin. Kenshin, il fait ouais, mais bon, c'est pas parce que le sabre il est enflammé, faut pas que j'attire mon attention là-dessus. Il se fait blesser direct. Et du coup, en fait, il se fait blesser direct. Après, il arrive à parer, mais Shishio, il le surprend en le mordant. Genre, et là, direct, tu comprends que t'as pas affaire non plus à un méchant comme les autres. Ah, il est sauvage. C'est que c'est un mec qui est sauvage, il est sans pitié. Il dit. Ah, c'est Luis Suarez avec un sabre, quoi. J'ai beau être un sabreur, en fait, moi, les règles d'honneur, j'en ai rien à foutre. Moi, je te bouffe, en fait. Là, c'est récit de samouraï, mais dans la rue, quoi. C'est ça. Qui en plus, un coup de sable, je te mords. Tu sais, il lui mord pas le bras, il vient bien le mordre en coude, c'est en mode vampire, quoi. Ou zombie, tu vois, genre vraiment, il vient lui bouffer. Et en plus, ça rentre en résonance avec une des phrases fétiches de Shishio qui est les gros poissons mangent les petits, parce que c'est sa devise, en fait. Il dit toujours, en gros, les forts gagnent parce que les gros poissons ils mangent les petits. Et là, c'est vraiment le truc symbolique qui montre ça, quoi. C'est genre même en vrai, je te montre que je te bouffe, en fait. Non seulement je suis plus fort que toi, mais en plus je te bouffe littéralement, quoi. Et après, il le défonce. Et puis après, il le défonce. Il lui fait cette technique de encore un truc très Kenshinesque, c'est qu'en fait, il a de la poudre dans son gant. Et avec le feu de son sabre, alors, je vous le montre, je vous le mime, mais c'est pas très radiophonique. Mais du coup, il empoigne Kenshin et il brûle son gant plein de poudre et ça fait exploser la gueule de Kenshin et du coup, Kenshin tombe dans les pommes. Et donc, fin du combat. Donc, voilà. Kenshin s'est pris une branlée, il a rien fait en fait. Mais en fait, pas à la fin parce qu'on est dans un shonen. Donc il y a tous les copains de Kenshin qui arrivent pour aller l'aider et affronter Shishio. Donc pas d'honneur, hein. Kenshin n'a pas d'honneur. En fait, c'est pas. Pour le coup, c'est pas à lui. Ouais, puis Shishio a pas d'honneur, tu vois. Là, c'est pas un combat au sabre au final. Shishio, il en a pas. Oui, puis c'est pas un vrai tournoi avec des règles officielles. Parce que non, en fait, le but c'est de l'éliminer parce que c'est une vraie menace pour le Japon. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle en soi. Il faut vraiment éliminer Shishio. Il est trop dangereux, quoi. Donc du coup, ils s'y mettent tous. Mais en fait, ils ont beau y aller les uns après les autres contre Shishio, le mec est trop fort, quoi. À chaque fois, il se prend un coup, ou alors il se prend un coup, il contre-attaque, ou alors il évite le coup. Enfin, et là, on a vraiment la sensation que Shishio, il est tout puissant. Et même son acolyte Oji, qui a une confiance inébranlable envers Shishio, se rend compte lui-même de se dire, mais en fait, ce mec est trop puissant. Avec lui, tout sera possible. On pourra conquérir le Japon. Il est imbattable, quoi. Et ce qui est son but. Donc du coup, là, t'as vraiment cette sensation de Shishio qui est invincible. Sauf qu'à ce moment-là, Kenshin se relève. Ouais, il allait pas rester non plus dans les pommes pendant 2 heures. Il est amorphe, mais il se réveille. Et là, Kenshin arrive enfin à enchaîner toutes ces techniques que t'as vues depuis le début du manga. Il les enchaîne toutes d'affilée sur Shishio, ce que t'avais jamais vu en fait. Mais tous les coups spéciaux, quoi. Les enchaîner toutes les unes après les autres. C'est la première fois qu'un méchant il se mange tout d'affilée. Et même après ça, le mec il dit c'est tout ce que tu peux faire, genre mais en fait comment on peut battre ce mec, quoi. Et sauf que là du coup Kenshin va lancer son arcane ultime, le l'éclat du dragon céleste. Là Shishio enfin il mange dans sa gueule et là il tombe et il se met à vraiment on sent vraiment les limites de son corps en fait, parce que graphiquement c'est violent aussi. Oui, voilà, ça devient vraiment violent. Il y a vraiment beaucoup d'éclats et tout ça, et en plus c'est un truc dont on nous avait prévenu au début du combat, c'est que Shishio il est fort mais il a un problème, comme il est grièvement brûlé, il a une limite en fait, c'est-à-dire que s'il se bat trop longtemps, son corps ne tient plus, et donc là le dernier coup de Kenshin fait ressentir ça. Donc Shishio tombe à terre. Là la copine de Shishio, elle lui dit non arrête de le frapper, c'est bon, il a perdu maintenant. Là un nouveau rebondissement, en fait Shishio il utilise l'écran de sa copine il la transperce pour blesser Kenshin. Donc c'est vraiment vraiment le coup de pute, quoi. Il est méchant. Même Freezer serait pas aussi méchant. Et là Kenshin il se dit mais c'est pas possible, comment tu peux faire ça et tout ça.
Et là tu crois que ça va repartir pour un dernier affrontement, et en fait au moment où Shishio va se relancer, c'est le moment où il y a vraiment ses limites qui se font ressortir, et c'est là où vraiment le truc dont on nous avait prévenu, Shishio est passé au-delà de ses limites, et en fait là il se met à... En fait son sang bout littéralement, et toute la poudre qu'il avait sur lui prend feu, et en fait Shishio prend feu à la fin. Et en fait, c'est même pas un coup de Kenshin qui va le battre, c'est juste Shishio qui est allé au-delà de ses limites et qui implose, et qui s'enflamme et qui implose. Et même, non seulement il implose et il perd, mais il perd dans un grand éclat de rire. Donc en fait, le mec a perdu, mais il sait qu'il a pas perdu. En fait, il a pas perdu, quoi. C'est juste que dans sa tête, lui le plus fort, mais il est tellement taré que ça s'arrête là. C'est ça. Non, c'est une fin de combat, mais qui est bizarre, qui est très bizarre. Qui est assez bizarre parce qu'en fait, après, elle est assez fidèle à ce qu'est Kenshin, le manga en lui-même. C'est que Kenshin n'est jamais un personnage qui recherche la gloire et le prestige, tu vois. En fait, lui, ce qui compte, c'est que il veut rétablir les choses, tu vois. Donc en fait, c'était un assassin, et il devient un mec qui veut justement défendre l'orphelin, et donc en fait, gagner par lui-même, Kenshin s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que le problème soit réglé, et là le problème est réglé. Donc en fait, Kenshin, il a gagné dans sa tête. Oui, évidemment, il a gagné dans sa tête, mais c'est vrai que c'est un combat qui a une fin qui a un petit côté amer, parce que tu te dis bah ouais, mais il a pas vraiment gagné. Il a gagné parce que l'autre était est allé au-delà de ses limites. En même temps, Kenshin, le manga est toujours un petit peu amer comme ça. C'est ça, voilà. Il a commencé par l'amertume, au final. Si Kenshin est devenu ce qu'il est au début du manga, c'est avec un sentiment d'amertume quand même. C'est ça. Kenshin contre Shishio, c'était le deuxième combat. On passe à un vrai manga maintenant. C'est l'heure de parler de Dragon Ball. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais interviewer nos deux concurrents avant le combat. Son Goku, dites-nous, comment vous sentez-vous? Comment voyez-vous les choses? Avec optimisme? Je les vois à l'envers. Pourriez-vous être un petit peu plus précis? Pensez-vous pouvoir gagner ce combat? Oh, voilà une question sérieuse. Regardez le match et vous verrez bien. Dragon Ball, enfin on parle de Dragon Ball quand on parle de scène de combat. On a choisi parce qu'on a dû choisir. Et là, c'était vraiment compliqué. Ouais, c'était dur. Un combat du début de Dragon Ball. Non, parce que, évidemment, Sangoku versus Freezer. Bah oui, le Super Saiyan. Voilà. Sangohan versus Cell. Sangohan versus Cell. Vaguement, effectivement, on a pu y penser pendant 2 secondes. Piccolo, Tenshinhan. Trunks versus Freezer. Trunks versus Sangoten. Enfin, il y en avait beaucoup des combats. Krillin versus Chaozu. Celui-là est énorme, évidemment. Non, on a choisi la finale du premier Budokai, du premier tournoi. Goku versus Jackie Chun. Qui est Goku versus son maître en fait. Oui. Goku versus Tortue Géniale. C'est chapitre. Alerte spoiler. Alerte spoiler. Non, on le sait assez vite, tu le sais avant. On est chapitre 46. On est vraiment très tôt dans le manga au final. Un tome 4 et 5. Un combat qui fait une centaine de pages, malgré tout. C'est le premier Tenkaichi Budokai auquel prennent part Goku, Krillin, Yamcha. C'est leur premier vrai tournoi. Le premier moment où ils peuvent montrer qu'ils ont fait des progrès, tous ensemble. Comment ça se passe dans ce tournoi? Déjà, c'est un vrai tournoi. Oui. De A à Z, avec des règles, étapes, on n'a pas le droit de sortir. Les quarts de finale. C'est ça, il y a une sélection, on n'a pas le droit de sortir du carré de combat, évidemment. Sinon, on est éliminé. Si on reste 10 secondes au sol, on est éliminé aussi. Enfin voilà, on n'est pas obligé de mourir, contrairement à vous. Non, même si Rock Lee est pas mort. Comment ça s'est passé? Jackie Chun a battu Yamcha au premier tour, puis Krillin avant d'arriver en finale. Ensuite, Krillin lui avait battu Bactérie. Vous vous souvenez le coup du doigt dans le caleçon, tout ça. Ouais. Goku lui a battu Gilan. L'espèce de dragon dinosaure là. C'est ça. Puis ensuite il a battu Nam, celui qui voulait de l'eau pour son village. Ah oui. Mec, t'es quand même bien moins badass là avec ton tournoi. Hein. Non mais on parlait de mecs enflammés. Mais si Nam il était cool, celui qui sautait hyper haut et qui après retombait sur les mecs. Mais en tout cas Goku il avait le parcours le plus easy. Hein. S'il a pas battu ni Krillin ni Yamcha. Mais Goku a toujours eu la vie facile. C'est pas juste dans ce tournoi. Et en plus dans ce tournoi il fait le con non-stop. C'est ça aussi qui est marrant. Il fait le gosse. Il fait, c'est un gosse. Mais il fait le sale gosse. Il fait le sale gosse. C'est vrai qu'il a il a un petit côté petit con quand même dans ce tournoi. Mais de toute façon dans tout le début du manga il a un côté petit con.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc Jackie Chun est en fait Tortue Géniale. Jackie Chun est un hommage à Jackie Chan. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce combat. Et parce que Jackie Chun c'est cool comme nom. Enfin, moi j'ai toujours trouvé cool ce nom Jackie Chun. C'est vrai que c'est cool, mais l'hommage à Jackie Chan est vraiment tellement cool aussi. Début du combat serré, Jackie Chun commence par dire, enfin Tortue Géniale, on l'appelle Tortue Géniale ou Jackie Chun du coup Appelle-le Jackie Chun. Jackie Chun commence par dire, pour la première fois depuis bien longtemps, je vais devoir me battre sérieusement. Bon, il a pas une voix aussi cool, mais on imagine qu'il pourrait avoir cette voix cool dans sa tête. Comme il parle dans sa tête, il peut avoir cette voix cool à ce moment-là. Moi j'ai la voix de Bruce Willis dans ma tête. Dès le début, c'est bizarre. Dès le début, il se fait Goku se fait expulser du ring. Ça commence, mais tout le monde dit ok, bah combat terminé. Goku s'est fait défoncer par Jackie Chun. Jackie Chun est le grand héros. Et là, en fait, on revoit Goku revenir et il fait l'hélicoptère avec sa queue. Ce qui est pas commun non plus. Il s'est pas fait sortir de l'area. Mais ça donne un peu le ton du combat, quoi. Mais ça donne totalement le ton du combat. C'est-à-dire que ça commence, ils sont en position. Tu sais, t'as deux cases, l'une sur l'autre, genre en mode ils se regardent, super de sérieux. regard et tout. Là, on est en mode badass. 2 pages plus loin, tu vois Sangoku qui fait oh tout va bien et il fait l'hélicoptère avec sa queue. Mais là, ça c'est le ton du combat, c'est les cassures que Toriyama met dans ce combat non-stop et dans tout le tournoi au final. Tout ce tournoi, il est tragico-comique, tu vois. C'est ça. Mais c'est ce que j'adore dans ce tournoi, ma perso. Ensuite, c'est duel de trash talk. Un classique. Le trash talk, c'est quand même très très important. Il n'y a pas eu tant de trash talk que ça dans vos combats précédents, par exemple. Ouais, c'est du bon, après c'est Kenshin, c'est sérieux, ils sont toujours très dans un langage. En vrai, très c'est pas du trash talk, c'est de la punchline. Ouais, et il y en a, tu vois, dans les 2 combats dont on a parlé. Il parle pas beaucoup en vrai. Il parle peu. Il dit je vais te tuer. Mais de 5-6 manières différentes. C'est moins trash talk quoi. Ensuite, c'est duel de Kamehameha. Ouais. Classique. Duel d'images rémanentes, vous savez, c'est quand ils arrivent à se multiplier. Donc tellement vite. Avec Goku qui découvre cette technique pour la première fois, qui fait ok, je peux le refaire. Et qui la copie direct, ouais. L'homme sous enchaîne. Un classique. Avec un personnage qui s'appelle Jackie Chun. T'es obligé de faire l'homme sous. Oui. Ah, tu fais un petit Drunken Master. Un Suiken. Suiken. Moi, je peux pas m'empêcher d'appeler ça Drunken Master. Ouais, mais c'est Suiken. J'habite en France, non? Que Rock Lee refera bien plus tard. Il va se remettre ça Drunken Master aussi. Non, le Suiken. Ensuite, Goku invente le chien enragé. Oui. Ensuite, il invente le singe enragé. Je pense qu'il se fait plaisir aussi. Comment le combat se termine? Jackie Chun fait une berceuse appelée la technique de Dodo l'enfant d'eau en français. J'ai pas noté le. Mais ça c'est pareil, t'as la scène où il y a genre ses yeux qui deviennent blancs. Tu sais, c'est dans tous les mangas, c'est un code pour dire genre le mec se vénère, il va faire sa grosse technique. Et là, il fait une vieille berceuse de merde et l'autre s'endort et voilà. Et Goku qui sera réveillé par la bouffe puisque c'est Bulma qui crie. Goku, c'est l'heure de manger. Ouais, ce combat n'a aucun sens. Non, tout le combat n'a aucun sens. C'est en ça qu'il est génial. Comment ça s'enchaîne? Goku se réveille, il tente un Jankenpon, un pierre feuille ciseau. Sauf que pierre papier ciseau. Ouais. Pierre papier ciseau. Il y a Tortue Géniale qui lui sort une botte secrète. Botte secrète de violence aussi, tu sais, il met de l'énergie, il le met dans le ciel. Électrocute. Ouais, c'est une sorte de truc un peu psycho. Et là, Sangoku voit la lune et il se transforme en singe géant. Et quand Sangoku se transforme en singe géant, il est pas content. Et il est pas du tout ça se barre en couille. Ouais, totalement. Il se transforme en singe géant et là, la seule solution de Tortue Géniale de Jackie Chun, c'est de détruire la lune. Kamehameha sur la lune, fin de la lune. Voilà, ça c'est réglé. Parce que voilà, quitte à le niveau des marées et tout, on s'en fout. Rien à battre. Ouais. Rien à battre. Parce que bon, il y a quand même un tournoi à gagner. Hein. Et c'est surtout que là, on découvre que le Kamehameha, c'est super puissant. Ça va hyper loin. Ça va hyper loin. Ça, on se dit pas, tu sais, quand ils se battent contre Freezer et tout. On n'imagine pas le nombre de planètes et de lunes qui sont plus détruites. Ouais, mais ils sont déjà sur d'autres planètes, les mecs. En vrai, ils voient même plus la lune. Vu, Namek, je sais pas s'ils voient la lune de Namek. Ouais, c'est peut-être dans une autre galaxie, mais ils détruisent des planètes d'une autre galaxie. Bon, ils en détruisent des planètes. Ou imagine un vaisseau qui passe par là. Ouais, mais là, sans faire exprès, tu vois. Ça va loin. Comment ça, sans faire exprès? Bah, quand ils font un Kamehameha et que Freezer l'évite, par exemple, le Kamehameha il continue tout droit. Bah, il a juste poussé son raisonnement. Il continue tout droit et ça va loin. Tortue Géniale peut défoncer la lune, bah Freezer peut défoncer la Terre sans faire exprès. Ah oui, ça. Après, oui. Ouais. Ça pourrait arriver.
Ne me pointe pas du doigt. J'ai jamais dit que je voulais défoncer qui que ce soit. Donc il n'y a plus de lune. Ça, d'ailleurs, ça a un petit impact, très léger, sur le Budokai suivant. D'après, ouais. Parce qu'en fait, sur le tournoi sur le suivant, marché de la pêche, tu veux dire. en plus, et sur le tournoi suivant, en fait, à un moment donné, t'as Jackie Chun revient en Jackie, enfin Tortue Géniale revient en Jackie Chun dans l'autre tournoi et en quart de finale. Oui, il se bat contre il tombe contre l'homme garou. Contre un loup-garou. Ouais. Non. L'homme garou. L'homme garou, oui. à pas confondre. Surtout, ça n'a rien à voir. Il y a tout un speech là-dessus où faut pas confondre loup garou et homme garou, parce que lui se transforme en homme à la pleine lune. C'est ça. C'est très important. Bref, on s'en fout. On fait une petite pause pour que Goku se rhabille. Oui, parce qu'il était prêt à se battre tout nu, avec le zizi à l'air et tout. Donc là, on fait une petite pause. Krillin il fait t'inquiète, je te file mes fringues. D'ailleurs, tu devrais penser à faire un petit trou dans le costume pour ta queue. Ça, c'est les petits détails que j'adore dans Dragon Ball. C'est les petites cases comme ça où, genre, juste il change de fringue et il y a la petite phrase où Krillin il dit tu devrais faire un trou pour ta queue. La réalité de tous les jours des personnages de Dragon Ball. Non, mais c'est ça, quoi. Et là, Jackie Chun a plus beaucoup de puissance. Il fait un micro Kamehameha. Tu sais, le petit. Ça fait un petit bruit de paix comme ça. Ça reste un humain. Ça reste un humain, c'est vrai. Au final, Goku se vénère un petit peu. Il a failli le faire sortir du ring. Tu sais, c'est le moment où il arrive à se maintenir hors du ring. Tout le monde croit qu'il est tombé. Et en plantant son pied dans la pierre du ring. Mais c'est un gag. Et là, il reste. Aussi. Et il maintient avec les abdos. Ouais. Franchement, ça doit être dur à faire, en vrai. Comme un Kamehameha. Bah, en vrai, comme un gag, tu vois. C'est genre. Ouais, c'est pas facile. Et le combat se termine par un double coup de pied qui les envoie valser tous les deux. Et là, le décompte commence. Et au final, c'est le premier qui se relève et qui arrive à dire c'est moi qui ai gagné le tournoi, qui gagne. Et il se trouve que c'est Jackie Chun qui gagne. Ça se gagne au chrono. Ça se gagne au premier qui se relève. Ouais. Ah, au chrono. Et c'est Goku qui a perdu le tournoi. Mais il a trop fait le con. En vrai, Tortue Géniale, il l'a pris au sérieux enfin, Jackie Chun l'a pris au sérieux ce combat. Ah bah oui, mais Goku il a fait le con. Non, et de toute façon, il va refaire le con sur le tournoi suivant, puisqu'en finale, il va encore perdre contre Tenchinan. Ce mec est pas sérieux. Bah c'est quand il se prend enfin au sérieux qu'il gagne. Finalement. Ouais, Piccolo lui a pas laissé le choix. Non, en fait, ouais, c'est ça. Tu rigoles pas, tu blagues pas avec Piccolo. C'est clair. C'est la fin donc de cet affrontement Goku versus Jackie Chun. On passe à Yu Yu Hakusho. D'accord, ouais, j'ai compris, tu es le plus fort. Maintenant que tout le monde le sait, ne perdons plus de temps, j'ai envie de combattre. Hey, tu crois pas un mot de ce que tu viens d'entendre, n'est-ce pas? Si, je te crois. Arrête d'être moqué de nous, le plus fort d'une équipe peut pas être remplaçant. Qui a dit ça? Qui a osé te traiter de remplaçant? Là, c'est Yusuke qui est contre Chu. Et là, avec un H à la fin. Oui, il y a un H à la fin. Et là, il n'y avait pas de débat. Là, j'ai tenu absolument à placer un Yu Yu Hakusho parce qu'en termes de bagarre, et là, je parlais bien de bagarre, il nous fallait au moins une bonne bagarre de voyous. Parce que bien évidemment, ça a été compliqué de choisir avec les GTO, tous les titres un petit peu de Furio et compagnie. Donc, il fallait absolument qu'il y ait un fight de Yu Yu Hakusho. Et il nous fallait un punk. Et Chu, niveau punk, il est pas mal. Non, il nous fallait un Furio. Les punks, c'est accessoire. On en bute. Non, mais Chu, il pourrait être dans Ken le survivant. Oui, mais des Furio, on en bute 10 à la douzaine. Je veux dire, regarde Mad Max. T'en butes autant que tu veux, il y a pas de souci. Tu vois, c'est pas grave, c'est des figurants australiens. Il y a aucun problème. Mais Chu, il aurait pu être figurant dans Octonoken. Il aurait été champion dans Octonoken ou même dans Mad Max, quoi. J'ai pris ce tournoi parce que c'est justement qu'il allait carrément à l'opposé du tournoi du Budokai, parce que c'est vraiment un tournoi de vieille frappe. C'est le tournoi de Toguro. Donc ça commence au niveau 6-7, ça termine au tome 12-13, quelque chose comme ça. C'est un tournoi démoniaque, c'est le tournoi où Toguro a invité les autres participants. Et c'est un tournoi, oui, dans le monde des démons, quoi. C'est un tournoi vraiment dans le monde des humains, et c'est la seule équipe d'humains qui les intègre. Et c'est un tournoi où, de toute façon, Toguro, c'est même pas Toguro, c'est les organisateurs du tournoi vont mettre des bâtons dans les roues de l'équipe de Yusuke. Et j'adore ce tournoi parce que c'est vraiment un tournoi de voyous à proprement parler, parce que tu sais, l'équipe de Yusuke, ils vont se faire carotte une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois ils sont border, tu vois, en mode genre on va péter un câble là, vous commencez vraiment trop à nous prendre pour des cons. Et il y a cet affrontement qui arrive avec Chu,
à un moment, je vais pas rentrer dans les détails de l'affrontement, mais... Non, on est au niveau du tome 7, chapitre 57-58. Eh ben, je te fais confiance sur la numérotation. Mais voilà, Chu est un adversaire qui, a priori, est au niveau de Yuzuke. Et ils vont se battre. Alors, en plus, Chu a le même genre de technique que Yuzuke. Yuzuke lâche des ray guns, des rayons de lumière. Chu balance des boules des boules d'énergie. Donc... Voilà, c'est juste visuellement c'est différent parce qu'on peut dire que Yusuke il pourrait faire comme un petit pistolet avec ses doigts, on va dire. C'est un pistolet avec ses doigts, tandis que l'autre c'est comme une balle au prisonnier. Ouais, c'est ça, comme une balle au prisonnier. Non, c'est une bonne image. Sauf que c'est vraiment un punk. Déjà, quand il débarque, il tue 2 de ses partenaires qu'il a trouvé trop faibles. Donc... Et lui, c'était le remplaçant en plus de l'équipe. Ouais, mais il avait perdu au Janlankan, c'est encore un autre truc, quoi. Oui. Et il commence à se battre. Et ils sont quasi de force égale. Ils se mettent vraiment des grosses patates, tu vois. Ils se tapent vraiment sale. Ils se balancent leurs boules d'énergie et compagnie. Mais chose importante, ce combattant de Chu, il est en mode Suiken. Eh ben, au bout d'un moment, sa technique secrète, c'est aussi de se bourrer la gueule. Oui, c'est ça. Il picole et il y a bière un démoniaque, côté, direct bière démoniaque. Il appelle ça la bibine démoniaque, ce qu'il boit. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce combat, c'est qu'il est très drôle en même temps d'être très dramatique. Je dis pas tragique, plutôt dramatique. Mais il est pas drôle graphiquement, quoi. C'est drôle. C'est que il se bourre la gueule, il se tape. Donc il a une espèce de technique où il est très volubile. On voit pas vraiment où est-ce qu'il est. Il est ultra rapide. Il est ultra rapide. Il met vraiment des grosses pêches à Yuzuke. Mais en même temps, à côté de ça, il va vomir dans le coin du ring parce que il est trop bourré et du coup c'est le temps de reprendre ses esprits. Mais là, à un moment donné, il va pouvoir lâcher sa grosse boule ultra puissante, quoi. Mais comme Yuzuke, il est trop badass là-dedans. Il gâche un de ses ray guns juste par principe en disant dès le début, ouais. Ça c'est ma technique. Il dit voilà, j'en ai 4, j'ai 4 ray guns, j'en lâche un là dans le vide parce que je suis sûr on va bien se battre. Mais parce que Yuzuke, il aime bien la bagarre. C'est son truc, tu vois. Il aime vraiment bien la bagarre, quoi. Et ils épuisent leur technique, on va dire, psychique, pouvoir et compagnie, jusqu'à qu'ils se finissent et qu'ils se disent là, on n'a plus de patates, on a égalité, on n'a plus de puissance. Et Chu décide de proposer un duel où va y avoir 2 poignards qui vont être plantés dans le sol et chacun doit coller son talon d'Achille sur le poignard, sur la lame du poignard. Ouais, on imagine 2 mecs face à face. Un poignard sur le pied gauche du mec qui est face à vous. Vous avez un autre poignard sur votre pied gauche. Voilà, donc il y a moins d'1 mètre d'espace qui vous sépare. Ouais. C'est juste pour dire qu'on fait un combat corps à corps, voilà. Sans bouger, parce que si tu recules, tu sans bouger les pieds. Voilà. Tu tranches le talon, quoi. Et c'est l'une des plus belles séquences que j'ai vues de baston parce que déjà c'est une baston de loupard. Moi je ne connais pas ce genre de baston de loupard, mais je trouve ça génial le côté on se met des patates et à partir du moment où tu te prends un coup, ton pied s'enfonce dans le poignard à proprement parler. Il y a un côté Beat It. Vous savez le clip de Michael Jackson où les mecs s'accrochent les poignets les uns les autres et s'affrontent avec un couteau. C'est pas la même chose, c'est pas exactement la même chose, mais il y a un côté genre no escape, tu vois. Ouais, genre, oui, maintenant que t'es là. Maintenant que t'es là, c'est tu vis, tu meurs, quoi. Ah, puis là en plus, ils s'empoignent, mais comme des chiffonniers. Ah, et puis ça se finit à coup de boule et tout. Ah, quoi. ils se mettent des grosses patates, vraiment d'enfoirés, et ça se termine sur un coup de boule. Ouais, alors moi sur la compréhension de ce coup de boule. Chu met un énorme coup de boule en disant c'est ma botte secrète, je suis un pro du coup de boule. C'est pas lui qui le dit. Il y a que les vrais loupards qui disent ça. Quelqu'un dit de lui que c'est un pro du coup de boule. Et en fait c'est lui qui tombe à l'issue de ce coup de boule. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé son coup de boule et je pense, vu le découpage, je pense que Yuzuke s'est avancé en fait au moment où il aurait mis le coup de boule au mauvais endroit du crâne. Non, pas au mauvais endroit, mais pas à l'endroit où le coup de boule aurait dû faire le plus mal. Tu sais, c'est comme de faire le premier pas, tu vois, dans un slow. Du coup, c'est comme si c'était mis un coup de boule avec la tête de Yusuke, en fait. Ouais, sauf que Yusuke, il y va avec la tête en avant aussi, quand même. Bien sûr. Tu vois, donc en fait, c'est comme si il se prenait sa force et la force de Yusuke d'un coup, tu vois.
Et lui au mauvais endroit, Yusuke au bon endroit. Et Yusuke, pile là où il l'avait décidé. Ouais, c'est ça. Mais ça se termine avec un coup de boule. Et de toute façon, je kiffe ce principe du duel avec les couteaux. Et de toute façon, tout ce que ce tournoi m'inspire, c'est que c'est un tournoi de voyous. C'est pas la première fois, tu vois, que dans le règlement, tu vois, ils se font un petit peu carotte, on leur récupère un point, tu vois, on les affronte à moitié, ou alors on leur fait faire 2 matchs d'affilée alors qu'il n'y a pas de récup, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce tournoi, c'est que ils sont toujours à 2 doigts de péter un câble et de dire vas-y, on y va. Et d'ailleurs, il y a un moment que j'aime clairement, c'est avec une autre équipe, tu vois, c'est le match suivant. T'as Yusuke qui est éliminé pour erreur d'arbitrage. T'as Iei qui est Keblo, qui est enfermé par l'un des autres démons, tu vois, dans une sorte de prison. C'est légal, mais en vrai, c'est pas du tout légal dans un ordre de tournoi. À la base, on l'appelle pour une vérification médicale, et direct, on le bloque, on lui dit ah ben non, vous pouvez pas participer. Et il y a clairement un moment où Iei dit vas-y, on s'en bat les couilles. Maintenant, ça va partir en survival game, tu vois. Je vais défoncer tout le monde et c'est pas grave. Et j'adore ce moment où tu sens que ça va vraiment partir en couille, parce que les gars se sont dit à un moment, vous jouez pas dans les règles, on va pas jouer dans les règles. Et t'as déjà vu Togashi respecter les règles tout court? Non, mais justement, ils finissent par respecter les règles, mais j'adore ce petit moment, cette petite fracture où vraiment t'as Yusuke qui a 2 doigts de flinguer avec son ray gun un gars alors qu'il est pas en train de combattre, il est en dehors du ring, mais c'est en mode genre c'est bon, on s'en fout. À partir de maintenant, on s'en fout, il n'y a plus de règles, on va tous les défoncer. Et j'adore ce moment de Iei qui dit de toute façon, leurs règles à la con, on s'en fout. Et maintenant, on va y aller, ça va être un survival, tu vois, et je vais juste tous les défoncer. C'est le monde des démons, maintenant. Mais j'adore ce côté fantastique, mais voyou, quoi. C'est vraiment un truc de voyou. Il y a des règles, mais en vrai, si on veut les règles, on les fout en l'air. Dans toutes les scènes de combat qu'on a choisies, il y a un auteur qui est représenté 2 fois. C'est Monsieur Togashi. Oui. Puisqu'après Yu Yu Hakusho, forcément, c'est Hunter x Hunter. Et là aussi, il y a eu baston pour choisir quel combat de Hunter x Hunter on allait prendre. Ouais, c'était compliqué, ouais. Pour moi, il y avait pas de c'était pas si compliqué que ça. C'était Gon versus Neferupito. Pour nous, pour Robin et moi, c'était plus compliqué. Vous vouliez Uvogin contre Kurapika. Bah ouais, parce que Uvogin c'est la bagarre, quoi. Bah c'est la frappe. Pourquoi pas des combats avec Hisoka pendant que vous y êtes, quoi. Et il y avait aussi Gon contre Hisoka. Bah, en fait il y a plein de combats. Pourquoi pas Hisoka contre Luciferou. Ouais, aussi on comprend rien, mais non, mais en vrai Hunter ça regorge de combats et ils sont tous super intéressants à analyser parce que voilà, ils reposent tous sur le combat de Gon et Hanzo. Oui. Alors qu'ils se battent pas pour de vrai, il est intense de ouf. En vrai, il y a plein de combats qui sont super. Et au final, notre choix s'est arrêté sur Gon versus Neferupito parce que c'est Maxime qui a décidé. non, je rigole. Non, parce que c'est Maxime qui a décidé. Continuons. Non, parce que c'est culte, parce que c'est la transformation de Gon, quoi. En vrai, c'est à la fois pour le combat, mais c'est aussi pour tout ce qu'il représente d'un point de vue dramatique, parce qu'on sait que Hunter, c'est un manga qui a une énorme force dramatique par moment. D'une puissance à ce moment-là. Voilà, et à ce moment-là en particulier. Donc je vous recontextualise les choses. On commence chapitre 303. 303, c'est quoi, ça. Tome j'ai plus le tome en tête, mais on est dans les 30 ou un truc comme ça, ou un peu moins, je sais plus. Enfin bon, bref, dans ces eaux-là. Chapitre 303. On va rester là-dessus. On est au moment où Gon et Neferupito vont voir Kaito. Ouais, c'est la dernière page. C'est vraiment le moment au fond. On va voir Kaito. Ouais, on va voir Kaito. Donc du coup, il tombe devant l'espèce de charpie qui sert de corps à Kaito. Et Gon est persuadé que Neferupito est capable avec son pouvoir de redonner la vie à Kaito, quoi. Enfin lui il en est persuadé de le rendre comme avant, quoi. Ah, il est brave, hein, ce gars. Et en fait Neferupito lui explique, qu'il lui dit en fait non, moi c'est pas possible, mon pouvoir me permet d'animer des chairs mortes, mais je peux pas rendre la vie à quelqu'un. Kaito il est mort au moment où je l'ai affronté, on s'est battu, puis je l'ai tué, et puis après je me suis servi de son corps, mais sauf qu'il y croit pas. Le truc de ouf, c'est qu'il y croit pas. Et du coup, ouais, même après ces explications, Gon il dit mais non, mais qu'est-ce que t'attends, vas-y, quoi. Vas-y. C'est la scène où elle répare son bras. Oui, parce que du coup, elle utilise son pouvoir, elle commence à réparer son bras. Comme Gon la voit utiliser son pouvoir, il dit bah ok, tu peux, alors vas-y. C'est bon, répare-le. Mais quoi. Il lui dit quand même, fais gaffe. Tu vois, genre, si t'es en train de mentir, fais gaffe.
Mais pourquoi elle se soigne le bras? Occupe-toi plutôt de Kaito. Je t'en supplie. Tu te soigneras le bras après. Donc il y a tous cette montée en puissance en fait qui, enfin de notre avis global, enfin le combat en fait partie en fait, même si c'est pas du combat en fait, là c'est vraiment sur de la montée en puissance. C'est de l'intensité. Là on est sur une séquence effectivement. On est hors vraiment combat. sur une séquence où il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'affrontement. Mais qui va déclencher le combat. Mais qui déclenche en fait déjà le moment où voilà Gon se rend compte que ça va pas être possible. Là, c'est fini. Et le moment où le lecteur se rend compte, le moment où on rencontre, que c'est fini, Kaito. Et vous, en termes de contexte, vous vous souvenez aussi qu'à ce moment-là, Togashi a des soucis de santé. Il ne dessine plus aussi précisément, plus aussi bien qu'avant. Ses planches, ses pages sont beaucoup plus épurées. Ouais, mais rien à foutre. Ouais, mais non, vraiment, et là justement, il se sert il se sert de l'espace, ça. Il se sert du vide, enfin il se sert de l'économie de moyens pour renforcer l'effet dramatique. Et il y a des scènes, tu nous les avais renvoyées où t'as les doubles pages où il y a juste Gon, Neferupito et genre Kaito est mort quoi. Et là, il y a tout le questionnement, toute la solitude. Et après il y a le moment où Gon se rend compte de ça, je crois. Et on a l'impression qu'il devient fou. Il fait. Et il devient fou. Je l'ai tué. Il m'a tué. Non, il s'est tué. Ouais, voilà. Non, c'est moi. Et il y a tout ce qui va dans la tête de Gon. Et c'est vraiment ce genre de séquence où on est rarement dans la tête d'un personnage comme ça ou dans son bouleversement intérieur et tout. Et puis on est choqué en tant que lecteur. Et on est choqué avec lui quoi. Et graphiquement c'est hyper bien retranscrit. Enfin là on est vraiment sur le langage BD pur qui te permet ça. Enfin il y a que la BD qui permet ça. Et on arrive chapitre 305. Et on arrive à la transformation de Gon. Elle est folle. Et là voilà. C'est le moment où tu t'attends pas à ça. Gon il a ses cheveux qui poussent. C'est ce dont on avait parlé. Avec un petit côté comme Yosuke aussi, quand il a les cheveux qui poussent aussi. Ouais, c'est les instants de pas de fracture, mais de cassure au niveau des persos de Togashi où il aime bien montrer les moments où son perso est cassé vraiment. Et là, c'est son haine de renforcement qui en fait lui fait avoir l'apparence, enfin le même une évolution ce qu'il sera plus tard en fait quoi. En gros, même je crois que Neferupito a dit il a atteint la maturité dont il a besoin pour pouvoir me battre quoi. En gros, son haine lui permet d'obtenir son corps et d'accéder à l'âge où il aurait la force pour la battre quoi. Et là elle se rend compte que Gon c'est vraiment un danger pour le roi quoi, et pour elle aussi, mais et même le roi s'en rend compte, et le roi aussi s'en rend compte. Et donc là il y a le début du combat proprement dit qui n'est pas si long que ça en fait. Il est en même temps il met tellement de patates de forain là-dedans. Il est relativement court. Et là c'est Gon qui utilise sa technique fétiche qui est le coup de poing de la pierre où il concentre dans son poing quoi, mais puissance 10 000 quoi, et en gros il explose Neferupito en plus il a un style à moitié pété, il est en poum poum short. Oui, c'est ça. Et genre il se met sur la pointe des pieds, il a tous ses muscles qui sont saillants et tout. Mais en termes de look c'est horrible. Oui ça ressemble à rien. Mais c'est stylé. Je pense que c'est un Allemand sur une plage de Barcelone quoi. Et encore, c'est insultant pour les Allemands. C'est entre Hulk et un Allemand. C'est vraiment pas joli, looké de ouf, et pourtant on trouve ça trop bien. La séquence est trop bien montée. On peut pas s'empêcher en plus de la caler par rapport au moment où Kaito se fait buter par qui remonte à je sais pas au moins 5-6 tomes avant, voire peut-être plus. Tu vois, le moment où elle arrive, elle lui arrache son bras, que Gon se fait assommer, qu'on lui dit barre-toi, compagnie. Tu vois, c'est des séquences qui sont très parce proches. Que là, elles se répondent vraiment parce que en fait, donc du coup, premièrement, il défonce Neferupito. Après, il y a Killua qui arrive, je crois, qui le calme et qui essaye de l'empêcher. Qui lui dit non, mais qu'est-ce que t'es devenu ? Qu'est-ce que t'es devenu quoi ? T'étais mon petit copain et maintenant qu'est-ce que t'es ? Et après, en fait, t'as le cadavre, enfin le corps de Neferupito qui a plus de tête, je crois, et qui est manipulé par son propre pouvoir et qui attaque Gon. Qui continue d'attaquer de manière automatique. Gon, et là, qui lui tranche le bras comme effectivement. Et là, ça répond à la fameuse
scène où Kaito se fait couper le bras. Bras que Gon utilise pour. Et à la fin, Gon, au début, il fait du coup, c'est bon, j'ai fini comme Kaito. Puis du coup, il prend son bras et à la fin, il reprend son propre bras et il fracasse la tête de Neferupito. Il la transperce avec son bras, quoi. C'est ça. Gon qu'on ne reverra plus. Gon qu'on ne reverra plus, voilà. Plus jamais. Et en fait, c'est un peu ça, ce combat-là, c'est ça qu'il a de fort, c'est que d'une, c'est la résolution d'une promesse, parce qu'en fait, le combat contre Neferupito, tu l'attends depuis limite 10 tomes. Et c'est une vengeance, quoi. C'est vraiment la vengeance que Gon il veut avoir contre ce personnage-là. Neferupito qui t'a été présenté comme tellement puissant qu'il était limite imbattable, quoi. Et en fait, Gon arrive. Neferupito qui change même de look finalement sur ce combat, sur cette fin. Même de personnalité, tu vois, c'est un personnage qui est. Elle devient de plus en plus humaine. Et Gon qui, a priori, perd son naine. Bah, qui perd tout en fait. Il donne tout ce qu'il a. Parce qu'en fait, Kirua plus tard va réussir à le soigner. Gon va revenir, il va rencontrer enfin son père. On pensait que le manga était fini, en fait non, le manga continue. La rencontre avec le père n'ouvre que le début d'un nouvel arc. Et sauf qu'on apprend que oui, Gon n'a plus son naine. Son naine de renforcement, il l'a plus. Peut-être qu'il aura un autre naine. Ouais, mais ça on l'apprend après, ça. Ça on l'apprend après. Mais peut-être on n'en sait rien en fait. C'est possible, c'est une théorie. En fait, au moment du combat, on se dit que peut-être que Gon va rester comme ça ad vitam aeternam, tu vois. Et ce serait moche. Ça aurait été moche. En gros, on a quand même pensé, tu vois. Ouais, en gros, on a quand même un combat où, là, depuis 5-6 tomes, le héros de la série a disparu. N'existe plus, quoi. Enfin, il est absent. Il est là, hein, il doit être là. Techniquement, dans l'histoire, il doit être là. On le revoit à la fin de l'élection. Oui, il passe par là. À la toute fin, c'est finalement lui qui donne un peu la résolution de l'élection. Oui, il rencontre son père et tout, et après, ensuite, il rencontre son père. Son arc, il est bouclé, quoi. Et ensuite, oui, c'est bouclé. Et on passe au Nouveau Monde. C'est limite Kurapika le héros maintenant. Et c'est Kurapika le héros. De toute façon, Kurapika on l'a plus vu depuis longtemps. Ils vont tous prendre ils vont s'échanger, ouais. Non, je pense qu'on retrouvera Gon puisque son père lui a expliqué tout ce qui était le nouveau monde, la cime des arbres et ainsi de suite. Je pense qu'on le retrouvera, mais moi j'attends l'arc de Léolio maintenant. L'arc de Léolio. Il arrivera après le Nouveau Monde. Est-ce que tu peux nous parler de Bleach plutôt que de Léolio? L'arc de Bleach, tout pareil. Non, Bleach tout court. Et quel combat dans Bleach? Justement, l'arc de Bleach dont je voulais vous parler. Ah, tellement dur de choisir un arc dans Bleach. Parce qu'ils font que se battre. Ces abrutis ne font que se bagarrer. Même pas, ils prennent 2 minutes pour discuter entre eux, tu vois. Même pas du fan service, quoi. Et il y a vraiment plein de combats de Chad que j'aurais bien aimé raconter, plein de combats de Ishida. Moi, c'était mes préférés, les combats de Chad. Moi, je pense que mes préférés, c'est ceux de Ishida. Ouais. Mais il fallait qu'on en discute tous ensemble et c'est là que ça a commencé à partir en couille. Mais du coup, on a choisi de parler de l'arc. Enfin, c'est pas un arc, c'est dans l'arc du Soul Society. C'est le combat entre Kenpaichi et Ichigo. C'est impossible. Je viens de lui porter un coup terrible. Oh, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai même pas égratigné? Et pourquoi mes mains saignent? Qu'est-ce que... Quoi? C'est tout? Je suis très déçu, Ichigo. Je m'attendais à mieux. Au tome 12 et 13. Ouais, c'est tome 12 et 13. C'est un combat qui est il y a beaucoup de ouais, il est entrecoupé voilà, il est beaucoup il y a un chapitre avec Chad et le et de combat avec Chad évidemment. Exactement, il y a le combat de Chad. En quelques mots, Ichigo est au Soul Society pour sauver Rikuya. Il vient de battre Reiji, c'est Reiji avec les cheveux rouges et les petits s'allongent, c'est Reiji. Il continue à avancer parce que c'est un peu le même système que Saint Seiya, hein. Il avance de temple en temple, tu vois, il avance pour aller sauver Rikuya. Et là d'un coup, il tombe sur l'un des capitaines de division, l'un des nombreux capitaines de division, Kenpaichi, je ne me souviens pas de son nom, Zaraki. Il commence à l'affronter. Il s'en mord les doigts parce qu'il est face à une espèce de mur, un mec qui est trop fort pour lui. Et il se fait briser son Zanpakuto pendant le combat. Violemment en plus. Ouais. Plutôt violemment. Elle est assez classe. Même pas, c'est limite assez doux. C'est juste un petit coup. Elle est vachement classe la scène. Non, mais en gros, il pointe et en forçant la pointe dans le sabre. C'est-à-dire que Ichigo se pense à l'abri, se protège avec son épée derrière, et l'autre en pointant dedans.
Et c'est pour ça que je trouve ça violent, parce qu'il avait l'air, il se pensait à l'abri. Ah oui. Oui, mais c'est pas un coup violent. Oui, effectivement. C'est comme un châle d'aiguille, tu vois. Il met un coup, quoi. Et Ichigo se retrouve dans son monde intérieur, accompagné de Zangetsu, le nom de son sabre, justement. Il va apprendre à découvrir plus que le nom de Zangetsu qu'il connaissait déjà. Il va revenir et battre Kenpachi. Ce que j'ai adoré dans cet arc, et ce que j'ai réalisé il y a très peu de temps, c'est qu'en fait toute cette apparition de Kenpachi, c'est un putain d'hommage au slasher. Vraiment, au slasher, au boogeyman, au film d'horreur. C'est-à-dire, quand Kenpachi arrive, il arrive pas tout de suite, il les observe de loin. Il est comme perché en haut, il les regarde et il choisit sa victime, comme un slasher, tu vois, où il va dire, ah tiens, c'est elle ma victime, c'est elle que je veux, quoi. Et puis tu l'entends arriver avant parce qu'il a ses clochettes. Tu l'entends arriver avec ses clochettes. À la manière du tueur de Halloween, Kenpachi, il se prend des coups, mais il se relève toujours. Il se relève encore, et il continue à courir après. Et d'ailleurs, c'est une des seules fois où Ichigo est vraiment terrorisé. C'est parce qu'au bout d'un moment, dans le fight, Kenpachi lui court après. Parce qu'il a tellement peur qu'il fuit le combat. Et exactement à la manière d'un slasher ou d'un boogeyman, tu vois, dans les films, il lui court après. Et j'ai repéré 2 scènes de scare jump, tu vois, où Kenpachi arrive d'un coup, tu vois, et le fait flipper vraiment. Et j'ai trouvé ça mortel que dans une scène de combat comme ça, en fait, il a réussi à mixer une scène de samouraï, c'est un combat de samouraï, avec des codes du slasher vraiment à proprement parler, quoi. Et tu l'as senti comment, toi, de mémoire, quand tu l'as découvert, cette scène? Moi, j'ai trouvé ça finalement plutôt drôle. Ah, moi j'ai pas trouvé ça drôle du tout, j'ai trouvé ça inquiétant. Parce que déjà toute la première phase du combat, elle sert vraiment à expliquer la différence de force qu'il y a entre Kenpachi et Ichigo. Parce que Ichigo s'est déjà battu avec des mecs qui étaient plus forts que lui. Mais là il est vraiment face à un mec, d'ailleurs Kenpachi le premier coup lui dit, vas-y frappe-moi, je te donne le premier coup. Il l'essaye et ça ne marche pas. Il met sa lame, mais ça ne tranche pas, ça ne coupe pas. D'ailleurs, t'as même la petite, le lieutenant de Kenpachi. D'ailleurs, il est marrant, le duo, il marche assez bien, je trouve. Et elle dit, en gros, là, tu le frappes comme ça, c'est comme si t'avais un sabre qui a pas de lame, en fait. Ouais, là, tu le frappes avec un bâton, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant, le côté vraiment où il y a un côté vraiment slasher, où Kenpachi, en plus, c'est à moitié taré parce qu'il est passionné de combat. Et tu sens vraiment le tueur en série qui court après sa victime, vraiment, jusqu'au moment où il lui met un gros coup, que Ichigo perd son sang, il tombe dans les pommes. Et en plus, même à ce moment-là, il y a un truc, c'est que quand il tombe dans les pommes, et c'est une séquence que j'adore, que je trouve vraiment trop bien montée, t'as Kenpachi qui se barre en laissant traîner son sabre par terre, c'est vraiment comme un tueur, c'est le tueur de Scream qui gratte sur le mur, sur le mur son poignard, tu vois. Et là t'as Zangetsu qui arrive et qui lui demande, veux-tu devenir fort? Et c'est comme s'il lui demandait, veux-tu vaincre tes propres démons, en gros. C'est ça, et il y a toute cette partie avec même l'alter ego qui a une tête de... qui est l'alter ego maléfique. Oui, voilà, qui a une tête aussi de film d'horreur. Et qui se sert du Zangetsu, mais d'une manière totalement différente. Il fait des moulinets il est trop badass. Et la résolution du combat, du coup. La résolution du combat, elle est géniale, parce que finalement, Ichigo réussit à revenir, réparer son Zanpakuto et à se battre, à mettre une branlée à Kenpachi, qui est même pas mécontent de se prendre une branlée, de rencontrer un adversaire aussi fort. Et ce que j'adore, c'est qu'à la fin du combat, t'as vraiment cette opposition qui s'était créée depuis le début du combat. C'était vraiment Kenpachi qui expliquait ce qu'était un guerrier à Ichigo, qui lui disait mais un guerrier il doit kiffer le combat, il doit kiffer la mort, c'est pas grave. Et en fait la fin du combat c'est tout l'inverse, c'est Ichigo qui d'ailleurs je pense que quelque part que Ichigo il voit un peu Kenpachi comme son reflet, c'est-à-dire qu'il le voit de haut au début en se disant mais tu ne sais pas faire évoluer ton sabre, alors t'inquiète, moi ça va aller. Et en fait dans son monde intérieur il découvre que il connaît le nom de Zangetsu, mais en vrai il connaît rien de plus, et en allant plus loin finalement il va apprendre à maîtriser son sabre, et c'est lui qui va donner une leçon à Zangetsu, parce qu'il y a ce plan à la fin que je trouve génial. Kenpachi a perdu, il se retrouve à terre avec son sabre dont il a jamais appris le nom, qui est complètement cabossé, et qui regarde vers le ciel et qui demande à son sabre quel est ton nom, et son sabre ne lui répond pas.
Et je trouve que c'est tellement, alors poétique, c'est un peu gros de dire ça, mais je trouve que c'est une résolution mais qui est tellement mortelle parce que t'as une inversion des valeurs vraiment, où c'est genre, c'est Ichigo qui t'a expliqué maintenant, en fait si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas gagner. Et t'as tout ce truc de Kenichi à la base il a pas de nom, c'est lui-même qui s'est donné un nom dans l'histoire du Soul Society. Et il y a vraiment un truc genre t'as décidé de pas donner de nom à ton sabre, il aura une puissance limitée du coup. Ouais, je pense qu'il faisait trop confiance à lui-même, il reposait que sur sa propre force et pas sur les autres quoi. Un affrontement qui dure plus de 10 chapitres. Parce qu'il est entrecoupé. Qui est super lent. Mais il est trop bien. Mais non, niveau longueur, je pense qu'on peut battre Bleach. Il suffit de parler de One Piece. Je pense qu'avec One Piece en affrontement on peut totalement battre Bleach. Si on prend Luffy versus Crocodile, combien de chapitres ça fait, Robin? Alors on est du chapitre 199 à 210, donc on est à 11 chapitres. Ça va. On est large. Oh là là. Mais après Luffy contre Crocodile c'est un peu comme Ichigo contre Kenpachi, c'est un peu entrecoupé de, c'est pas un combat il y a un affrontement 1, il y a voilà, un et encore 2. moi je vous prends, on est vraiment chapitre 199, c'est le retour de Luffy qui a déjà pris sa première branlée contre Crocodile. Il s'est fait assécher là comme par le pouvoir des sables de Crocodile, et en fait là il revient au moment où Crocodile, il y a une scène où il tient Vivi par le cou, il la laisse tomber, et en fait Luffy arrive avec l'homme oiseau là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, l'aigle. Et il sauve Vivi, et après Luffy part pour affronter Crocodile. Il a son bidon d'eau dans le dos. Le fameux bidon d'eau très important. Parce qu'il a enfin compris comment on pouvait frapper Crocodile, qui avait l'air invincible parce que quand tu le frappais, il se transformait en sable. Et donc en fait il se recouvre d'eau, et en fait le fait qu'il soit recouvert d'eau lui permet de enfin frapper Crocodile. Donc c'est le premier moment où tu vois Crocodile qui prend des dégâts en fait. C'est tu l'avais jamais vu. Que c'est la révolution la plus pétée du monde. Ouais, quoi. Voilà, parce que tu pensais que Crocodile il était invincible depuis le début, il se faisait jamais blesser par personne, et là c'est la première fois où il prend enfin un coup. Il suffisait juste d'y penser, il fallait mettre de l'eau quoi. Et de l'eau qui va être très pratique pour un moment très drôle. Pour un moment très drôle, parce que du coup il y a ce combat qui monte en puissance, parce que Crocodile se dit putain mais en fait c'est pas trop un blaireau, il est en train de me... Il a trouvé la faille. Il a enfin trouvé la faille et tout. Et là Luffy part dans un délire où il dit... Et en fait tu n'as rien vu, parce que là je vais entrer dans ma nouvelle phase. Et là Cagnard, on avait déjà parlé dans une émission précédente, mais Luffy se transforme en Aqua Luffy. Et donc là tu t'attends à un truc complètement badass et tout, et en fait il ressemble absolument à rien, parce qu'il a juste avalé le bidon d'eau, et donc il ressemble à une énorme outre d'eau. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai changé, je ne suis plus le même homme qu'avant. Ce crétin est complètement fou. À présent, je suis Aqua Luffy. Oh merde, je l'ai fui. C'est pas possible. Est-ce que ce gamin est sérieux? J'ai le bide qui va exploser, j'aurais pas dû boire autant. Mais c'est marrant parce que même sans avoir suivi One Piece, je pense que la plupart des lecteurs de manga peuvent arriver là sur le chapitre 199 de One Piece et suivre et comprendre le combat. Ah bah oui, parce que c'est ça qui est génial aussi avec ce passage. One Piece, et saisir l'humour et avoir envie de relire tout One Piece. Et en fait, au tout début de l'émission, on parlait de fun et de épique, et là c'est vraiment pareil, l'expression pure de ça quoi. C'est le combat contre Crocodile, c'est que ça, parce que c'est il va affronter Crocodile, qui est le méchant le plus badass, le plus machiavélique, le plus méchant que t'as vu de One Piece depuis le début. Ça commence. Crocodile, il est vraiment odieux. Il jette Vivi, il jette la princesse de. Tu vois, enfin, il fait vraiment que des actes horribles. Il y a le combat qui se lance. Ça devient direct débile avec Aqua Luffy. Et en plus, il utilise sa technique d'Aqua Luffy pour lui cracher de l'eau à la gueule. Non, mais en plus, le truc, c'est que Luffy est persuadé de sa technique. Luffy le fait pas pour rire. Non. C'est vraiment, c'est ma technique. Et non seulement c'est sa technique, mais elle est hyper efficace, parce qu'en fait, direct, il lui crache de l'eau dessus, et après, il utilise son bazooka. Enfin, c'est sa grosse technique. Oui, il commence à prendre l'ascendant sur Crocodile. Et là, il commence à prendre l'ascendant.
Et Crocodile se dit bah putain, en fait, face à lui, il va falloir que j'emploie les grands moyens, quoi. Putain, mais j'ai lu très peu de répliques de One Piece qui m'ont fait autant rire que je ne suis plus le même homme. Maintenant, je suis Aqua Luffy. Et bref, en fait, donc après ce passage-là, Crocodile passe aux choses sérieuses. Il utilise son pouvoir sur tout l'environnement qui l'entoure. Il fait tout fondre et tout. Et après il attrape Luffy, il l'assèche une deuxième fois, donc il lui met une deuxième branlée. C'est quand même la première fois que dans le manga tu vois Luffy qui est autant en difficulté face à un adversaire, parce qu'il est passé quand même 2 fois aux portes de la mort, quoi. Et après en fait c'est là où le combat est entrecoupé d'autres chapitres, puisqu'en fait en parallèle il y a toute l'histoire de la révolution que Crocodile a fomentée. Ouais. Et de l'attentat qu'il a prévu pour. Et ils sont plusieurs de l'équipe à se battre. Ouais, voilà, ça c'est la spéciale One Piece. Ouais, voilà. Tu suis tous les mecs se battre en même temps. Il y a un combat et en même temps il y a tout un truc qui se passe autour. Et donc Crocodile continue son plan et en fait Luffy revient après et finit son combat contre lui en utilisant non plus de l'eau puisqu'il a plus son bidon, mais le sang qu'il a versé par ses précédentes blessures. Et en fait comme le sang c'est liquide, c'est comme de l'eau et ça lui permet de. Il arrive à taper finalement vaincre Crocodile dans un combat. À la fin, c'est vraiment un combat de chiffonnier. Il se frappe, mais il se frappe. Il y a plus aucune règle, il y a plus rien. Crocodile, il sort son crochet empoisonné. Il y a vraiment plus aucune limite, aucune règle. Et ce combat épique, il clôturerait presque la première partie de One Piece, quoi, au bout de 20 tomes, quoi, 22 tomes, 23 tomes. Pour moi, il clôture la première partie. Parce qu'en fait, on est vraiment sur déjà. Moi, de mon avis personnel, c'est le meilleur arc de One Piece. Tout pareil. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et on est vraiment... déjà, c'est le premier capitaine corsaire qu'on rencontre, donc c'est vraiment le moment où Luffy il découvre vraiment ce qui va l'attendre pour devenir le roi des pirates. En gros, Crocodile, c'est un mec surpuissant, mais tous les mecs qu'il va affronter plus tard, ça va être des mecs de cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire que... Mais à partir de maintenant, ils auront ce niveau. Ils auront ce niveau-là, ils seront tous aussi. À la fin, en le battant, il lâche quand même. Je m'en fous, je serai le roi des pirates. C'est bien en gras, tu vois, bien écrit en énorme. Pour changer. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté dans cet arc, il y a ce côté horloge. Et oui, et en fait c'est ça. Et en fait le combat il est hyper épique, hyper rythmé, et surtout comme il y a toute l'histoire de l'attentat à déjouer derrière, t'as vraiment l'impression qu'il est sur un rythme du tic-tac, quoi, de la bombe, quoi. T'as vraiment l'impression d'entendre le tic-tac de la bombe en même temps que le combat c'est long et haletant à la fois. Ouais, voilà. Ouais. Oui, parce que le combat est long. On est sur 11 chapitres, mais le rythme est mortel. Il est tout le temps dans l'urgence, quoi. C'était donc le combat de One Piece. Là aussi on avait le choix, on avait 1 million de combats. Mais celui-là on est à peu près tous tombés d'accord très rapidement. Oui, parce qu'on est tous fans on est tous aussi fans de cet arc de One Piece aussi. Et on est fans de Crocodile. Ouais, on est tous fans de Crocodile. L'avant-dernier combat avant de terminer cette émission, c'est dans My Hero Academia. Fallait prendre une série récente. Bah oui, quand même. Et puis en plus il y a des combats héroïques à venir. C'est pas forcément le plus héroïque de tous les combats, mais là dans les tomes 17, 18, 19 il y a des combats bien héroïques, mais ils sont pas encore sortis en France. Donc on s'est arrêté au combat dans My Hero Academia des étudiants de UA, donc Ida, Izuku et Todoroki. Bah, je te crois sur parole parce que je te dis sur les noms de My Hero, j'ai jamais été serein, moi. Versus Stein, le tueur de héros. Ouais, celui-là je l'ai. Ah, tu vois, lui on se souvient de son nom. Ouais, bizarrement on s'en souvient celui-là. On dirait qu'un de tes amis est venu te sauver. Tu parles bien, petit, j'aime ça. Mais malheureusement, je dois tuer ce type, c'est mon devoir. Si tu veux m'affronter, je te préviens. Le plus faible de nous deux ne sortira pas vivant de cette ruelle. Vas-y, prends ta décision. Il n'est pas comme ceux qui ont attaqué le SCA. Ses yeux sont ceux d'un tueur. On est à la fin du chapitre 51. Tenya donc à la tronche qui est sous le pied de Stein. Ouais. Déjà il a flingué son frère. Là il va. Plus bactère, quoi, le mec. Oui, voilà, il va bien l'exposer. Et Izuku arrive avec un bon gros coup de poing des familles avec les petits éclairs là autour. Le vrai bon coup de poing de Izuku. Chapitre suivant, on enchaîne, il fait un petit peu son premier de la classe et il explique comment il a retrouvé tout le monde. Parce que c'est ça dans My Hero. Qu'est-ce qu'il est énervant, lui. En fait, il peut pas s'empêcher de mettre des petits blablas d'explication dans chaque combat. Mais est-ce que ça sent pas le top 10 des persos les plus énervants parce que moi j'ai une bonne place pour lui.
Non mais en fait le combat est génial, mais à un moment donné t'as Izuku qui fait non mais en fait je vous ai retrouvé parce que je vous explique à un moment donné. Ferme ta gueule, bats-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis d'accord, et il se bat après, mais pour de vrai c'est bien. Mais voilà, au fond fallait qu'il explique comment il les a retrouvés. Alors peut-être que s'il prend tout son temps c'est parce qu'il est totalement flippé. Parce qu'en vrai il arrive mais il est totalement ça marche bien. Ça marche très très bien. Il est face à un vrai meurtrier. Finalement c'est son premier véritable combat quoi, super combat quoi. C'est pas son premier super vilain, mais c'est le premier où il est face à face. Les profs sont plus là par contre. Là il est et le premier où il est face à un là. vrai tueur dont il sait que c'est un tueur. Oui, où il c'est-à-dire est les autres ils savaient que c'était des super tueur. vilains, il peut peut-être le capturer, il sait pas trop. Là il sait que c'est un mec qui est capable de tuer, qui a une soif de et qui est brillant quoi. En plus quoi. Enfin, il tombe contre un mec qui est ultra bon quoi. Qui a une science du combat qu'il avait jamais vu. C'est avant, ça. quoi. De toute façon il lose d'entrée. Le pouvoir de Stein est en pratique, il a pu immobiliser tout le monde. Donc le pouvoir de Stein. C'est ça parce qu'en plus le pouvoir de Stein il est un peu chelou, un peu naze. Enfin tu sais de premier abord. Il est génial et naze, c'est-à-dire que il peut immobiliser quiconque dont il aurait ingéré le sang. Voilà, il suffit de boire une goutte de sang de n'importe qui pour le bloquer. Et après, il y a toute une théorie, ça dépend des groupes sanguins. Oui. Il y a ce fameux délire mais du vu qu'il a sang. des excellentes techniques de tueur, c'est pas très compliqué pour lui de récupérer du sang. Ouais. C'est ça, exactement. À ce moment-là, il y a Todoroki qui débarque, parce qu'il fallait bien qu'il soit à 3. Pour la première fois, il accepte d'utiliser son côté on fire. Ah, Bigou. Ouais, Bigou Moi je l'appelle Bigou. Toi aussi tu leur donnes des noms. Ouais, mais alors du coup Bigou au début il n'utilisait qu'un seul goût. Là pour la première fois, il accepte il a enfin assumé son statut de carambar Bigou. C'est ça. Dire que j'étais vanille et fraise. Sa partie piquante. Mais ce qui est drôle c'est qu'il se fait mettre mal pareil en fait. Bah alors donc, que c'est le plus puissant techniquement. Ouais, mais Ida il est par terre, il peut plus bouger. Izuku il est debout mais il peut plus bouger. Todoroki il se fait défoncer de la même façon. Pendant ce temps-là, ils font des théories. Ouais, ils réfléchissent hein, les gars. Et ouais, parce que Izuku pouvait pas s'empêcher d'expliquer comment il en est arrivé là. Mais maintenant, ils peuvent pas s'empêcher de faire non, mais ça serait quoi en fait le pouvoir de Stein? Parce qu'il faut qu'on comprenne le pouvoir des autres avant de les affronter. Non, mais c'est marrant, tu sais, c'est très scolaire. Ils sont à l'école. Et on dirait une épreuve scolaire. Bah en vrai c'est leur épreuve scolaire, c'est pour ça qu'ils passent quelques étapes. Mais elle était pas prévue quoi. Ouais. Oui voilà, c'est ça. Celle-ci était pas au programme mais ils l'ont quand même quoi. Donc ils font 1000 théories pour comprendre. C'est comme un contrôle surprise. C'est ça. Puis bah voilà, ils le trouvent. Et comme d'hab, c'est la foi des coups de Izuku qui réveille tout le monde, tu vois. Sa foi de héros. Après, c'est le truc, c'est que Stein il est trop stylé quoi. Et c'est vraiment le gros avantage de My Hero, c'est que les méchants ils sont tellement stylés. Et alors lui en plus il a des motivations. C'est pas que tu peux les comprendre, mais tu peux les entendre. C'est les motivations de Stein. Et les personnages, enfin en tout cas Izuku les entend. Hein. Et il les entend et il a, cet auteur il a vraiment une capacité. Moi je suis persuadé qu'il devrait faire un manga sur les méchants en vrai. C'est ça qu'il devrait faire, tu vois, parce que tous ces méchants ils sont hyper stylés et on accroche direct quoi. Et malgré tout ça parle beaucoup. Et là on est en plein dans les questionnements de ce que c'est d'être un héros, de ce que c'est d'être héroïque. Et il y a toute cette partie là qui englobe le combat. Ouais, toutes les valeurs qui englobent le combat. Et c'est en ça que je trouvais ce combat aussi intéressant, plus que le combat visuellement. Ouais, après, visuellement, moi, ça m'a fait plaisir de le relire pour préparer l'émission parce que dans tous les autres mangas qu'on a choisis, c'est quand même des mangas qui datent un peu. Ouais. Et celui-là est un manga récent. Et franchement, en termes de découpage et ça n'a rien à voir en fait. C'est assez marrant de voir que. On voit qu'il y a eu 20 ans d'écart. En fait, il y a énormément d'écart avec tous les autres mangas. En vrai, il est bavard ce combat, mais c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème qu'il soit bavard. Non, c'est pas grave. Et puis finalement, enfin, la résolution du combat, c'est un double shoot. Tu sais, c'est la foi. Il décide d'être en équipe. Coup de pied de Ida, coup de poing d'Izuku. Todoroki les réceptionne avec de la glace en faisant un petit toboggan sympa. À la fin, le méchant il tombe sur un pilier de glace ou un truc comme ça. Là. Il est évanoui, il est assommé, il l'attache parce qu'ils ont trouvé une corde dans les poubelles. Il y a toujours une corde dans les poubelles. Mais tu regarder dans ma poubelle, tu vois. Tu sais que ce truc débile de j'ai trouvé une corde dans les poubelles. Il a fait une note. L'auteur a fait une note pour dire
Non mais c'est normal, on trouve des cordes dans les poubelles parce que les gens attachent leurs vieux journaux. Ouais, mais ça c'est genre au Japon, le saviez-vous? Ouais, et alors les cordes pour attacher les vieux journaux, je sais pas si pour un Ouais, mec c'est genre clair. Stein ça marche. Hein. Et ben là ça a marché, mais non, en fait non, c'est pas la fin. Rebondissement, Izuku se fait capturer par un méchant oiseau, tu sais. Ah bah oui. Tu sais les monstres, enfin les vilains un peu mutés en mutants. Ouais, les mutants qui n'ont pas de conscience. C'est ça, donc il capture Izuku, il s'envole et là Stein le sauve. Les valeurs. Les valeurs. Et même si c'est les valeurs du méchant. Oui, parce que même pendant le combat, il dit justement, toi, tu mérites que. Ouais, tu mérites que je te tue. En fait. Non. Tu mérites que je te tue. Enfin, non, que je te tue pas. Justement, que je te laisse en Non, vie. depuis le début, il arrête pas de dire, toi, tu mérites que je te tue parce que t'as trop les valeurs du héros. Du coup, toi, t'es ma cible. Non, justement, il défend la valeur du vrai héros. Il dit les autres, c'est des microbes. Eux, je les éliminerai, mais toi, tu mérites qu'on se réaffronte plus tard. Alors, on va pas en faire un débat, mais au début, c'est la motivation de Stein. La vraie motivation de Stein. Tout ce que je déteste. Mais ce qu'il déteste, c'est qu'on fourvoie les valeurs du héros. C'est pour ça aussi qu'il va tuer ce méchant en disant tu utilises tes pouvoirs comme un mauvais vilain. Donc je te tue, je vais sauver Izuku. Et vous, là, vous tous, vous utilisez mal vos trucs. Vos pouvoirs comme il faut. Seul All Might peut me battre. Et j'accepterai d'être tué uniquement par All Might. Oui, c'est vrai que c'est sa dernière phrase au final. Tu veux, on demandera aux auditeurs. Tapez 1 si vous Et il tombe et là on apprend plus tard qu'en fait. 134 tapez 2 si jamais vous trouvez que. Et là où c'est technique, c'est que on apprend que finalement ses poumons ont été perforés par des côtes. J'aime bien quand c'est précis comme ça. Ouais. Il s'évanouit parce que ses poumons ont été perforés. Voilà, on est précis. C'est une vraie blessure, c'est technique. On était sur de la flamme et de la glace et du coup de poing. Et là, on est sur du réel. Une petite côtelette. Oh, bah, petite côte, ça fait plaisir. C'est ça. Dernier combat après My Hero Academia, on revient sur un vrai grand classique. Cagnard, parle-nous de Dragon Quest. Parle-nous de Dragon Quest, la quête de Dai. Parle-nous de. À toi de le dire, pas à moi. Parle-nous de Fly. Merci. Alors, on a été à peu près d'accord sur Fly. Limite, j'étais le moins d'accord. Pour faire un combat badass, c'est Maxime qui m'a incité à faire un des combats de la série Fly, parce que pour nos auditeurs, vous savez que j'adore la série Fly. Et là, j'avoue que c'était assez évident sur le combat à choisir. On a donc choisi le combat de Fly contre Baran, le premier. Donc Fly contre son père. Je veux seulement que tu m'accompagnes. Hein? J'ai besoin de toi pour combattre l'ennemi. À nous deux, nous détruirons ensemble le monde des humains. Il veut détruire le monde des humains? Alors moi c'est tout simplement le combat que je préfère dans Fly, même s'il y en a plein d'autres qui sont hyper stylés. La différence c'est que c'est un combat qui découle de plusieurs autres combats et en fait c'est un cycle vraiment que j'adore. C'est mon cycle préféré. Et qui dure un tome entier. Le combat en lui-même dure un tome entier, mais en fait le cycle est commencé depuis un moment. Ouais, alors, le combat dont on va parler c'est le tome le plus 12 long. qui a pris naissance au tome 11 et au tome 10. Et au tome 9 et même au tome 9, 8 et au tome, enfin ça remonte. Bon, pour les auditeurs qui n'ont pas écouté et qui rêvent de se faire spoiler, Fly, le héros de ce manga, vient de se faire effacer la mémoire par son père qui se révèle être un des chefs du royaume du mal en gros. Voilà, et qui dévoile son vrai nom qui est Pepito. Dans la version alternative mexicaine, voire espagnole de Maxime, c'est Pepito. Non, c'est Dino, mais Dino c'est vraiment un nom pourri quand même. Non, Dino c'est... Attends, Pepito c'est pas pété? Moi je trouve que Pepito ou Dino c'est pareil. Arrête, on dirait l'histoire d'un migrant là, c'est chelou. Dino, il s'appelle Dino. Donc Fly s'appelle Dino, mais en fait il s'appelle Dai. C'est compliqué ce combat quand même. C'est compliqué ce combat. Donc ce que j'adore dans ce combat, c'est que Fly, du tome 1 au tome 8, c'est le héros. C'est vraiment le héros, il a sauvé quasi tout le monde. La population, ses collègues, ses camarades, il a battu tous les méchants. Et là on en arrive à une phase où il est confronté à sa propre famille, alors qu'il pensait être orphelin. Et il a perdu sa mémoire, donc il ne reconnaît plus personne. Et on en arrive à une phase où Baran a effacé la mémoire de Fly,
Donc maintenant, il vient le récupérer, vu que de toute façon il a plus de mémoire, il vient le récupérer tout simplement. Il veut son fils, quoi. Il veut son fils, il vient récupérer son fils. Et alors, avant même que le combat commence, t'as toute une série en fait de sacrifices. C'est vraiment un arc qui s'articule autour du sacrifice, parce que t'as plein de... T'as vraiment genre des sacrifices en chaîne, quoi. T'as Popu, le premier, qui... Popu dit le lâche, le pleutre. Popu, je répondrai pas. C'est vrai, le pleutre. Non, t'es d'accord, ouais, le pleutre c'est mieux. Popu qui fait semblant d'abandonner tout le monde en disant moi je vais me casser parce qu'en fait là il y a plus moyen qu'on y arrive, donc je me casse. Alors qu'en fait il a décidé d'aller affronter tout seul les assistants de Baran. Ah oui, encore avant donc. Ah bah oui, ça commence ok, là, toi, bien sûr. La lâcheté commence ici pour que le courage puisse pointer le bout de son museau. Donc là on est tome 8 et on va vous expliquer donc jusqu'au tome 12. Il y va alors qu'il sait très bien qu'il va perdre, mais il décide de se sacrifier pour son ami. Bref, il va affronter des mecs qui sont beaucoup plus balèzes que lui, mais il y va carrément. Il se fait sauver par Yunkel, qui le sauve in extremis, mais qui lui aussi va se sacrifier auprès de ces mecs parce qu'il tombe sur un guerrier qui s'appelle Rafaruto et qui est bien plus balèze que lui, tu vois. On en est déjà au 2e sacrifice pour un mec qui a perdu la mémoire, tu vois. Ouais, commence à accélérer un petit peu, arrive au combat, au moment où on est face à Baran, qui est hyper balèze, et là c'est un des sacrifices que je préfère. Il décide d'aller se sacrifier auprès de Baran alors qu'il sait qu'il a aucune chance de perdre. Il a juste décidé de faire son bonhomme. Il lui dit vas-y, balance tes techniques les plus fortes, et il ne contre-attaque pas, juste il se prend les techniques et il fait un pari à la con de dire tu pourras pas les balancer 5-6 fois tes techniques, donc je vais les prendre et on verra qui de nous deux arrêtera le premier. Et j'adore ce truc, ça continue quoi. Là c'est le moment où Baran pète un plomb et lui aussi va sacrifier un truc, il va sacrifier son humanité en fait. Et alors que normalement il est là pour défendre les humains, si on connaît l'histoire de Fly, il va se transformer en homme monstre dragon. C'est la traduction que j'ai lu manga. Mais du coup, il va perdre son humanité. Donc, traduction des années 90, si vous avez suivi. Mi-monstre, mi-dragon. C'est les meilleurs. Regardez les VF des films des années 90, c'est les meilleurs. Et à ce moment-là, on va arriver au dernier sacrifice, le plus ultime. Popu, qui s'était pas sacrifié intégralement encore, il va se sacrifier au niveau de Baran, juste pour que Fly récupère sa mémoire. Ouais, c'est-à-dire qu'on est dans une scène où on a... Fly qui est debout en disant c'est mon papa, mais je vais aller avec lui alors. Je le reconnais. Moi il m'a dit que c'était mon papa. Moi j'ai plus de mémoire, je me souviens plus de rien. Je vais aller avec lui. Ce monsieur il a l'air gentil. Donc il commence. L'enfant va suivre ce vieux monsieur. À ce moment-là, il y a son copain qui lui dit ce vieux monsieur dragon. Ce vieux monsieur dragon. Ce vieux monsieur avec des bonbons dans son grand-père. À ce moment-là, donc t'as Popu qui se met devant. Non, ne rejoins pas ce vieux monsieur dragon. Reste avec moi. Reste avec moi. Et mais ça sent que tu viens de la relire la séquence. Ouais, et Fly il lui dit mais je sais pas qui vous êtes, laissez-moi retrouver mon père, c'est ça? Partez monsieur Popu, vous êtes trop pleutre. Arrêtez. Non. Et là après j'en ai déjà parlé souvent de cette séquence. Non mais la séquence est magnifique, effectivement. On a Popu qui attaque Baran alors qu'il sait qu'il a aucune chance et qui lui envoie une comment on appelle ça, un sort. Oui, il accroche ses doigts sur sa tête. Un sort de sacrifice, je vais pas donner le nom sinon ça fait trop geek, mais interdit de ouf. Et interdit de ouf. Et il se suicide, il fait une chaoutsu quoi. Et vraiment en disant il fait une chaoutsu, mais en disant si après ça tu te souviens pas de moi, vraiment je te maudis quoi, je te jette un sort, vraiment quoi. Et bingo. Et c'est à ce moment-là que le combat commence. Fly récupère sa mémoire. Et déjà je trouve ça génial qu'un combat commence sur un sacrifice, c'est-à-dire normalement le sacrifice arrive normalement à la fin du combat, et là dès le début t'as un sacrifice ultime, le gars a perdu et t'as du coup Fly qui va affronter son père. Le titre de ce tome c'est le plus grand combat que la Terre ait porté. Je trouve ça génial, je trouvais ça déjà génial quand j'étais au collège et je trouve que le titre est ouf. Et le chapitre de sacrifice de Popu s'appelle La fin de Popu. Voilà, c'est moins génial mais c'est très direct au moins. Et ce combat est ouf. Enfin, il est ouf parce que déjà il dure un tome et il est long. Mais pas long dans le sens négatif. Hein. Il est long parce que c'est le plus grand combat que la Terre ait jamais porté quoi. Il se passe vraiment beaucoup de choses et je vais pas détailler le combat à proprement parler. Je vais juste noter quelques trucs que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit. J'adorais les dialogues père-fils qu'il y a là-dedans.
Alors, ils se battent entre père et fils, mais en vrai, des affrontements père et fils dans le manga, il n'y en a pas 15 000. Est-ce que tu crois que dans la VF, dans la trad de l'époque, ils se sont amusés quand ils ont lâché un petit je suis ton père de la part de Baran? Bah, alors, parce qu'il y a clairement cette réplique. Hein. Il y a un je suis ton père, donc je pense. Mais il y a plein de répliques. J'en ai noté juste quelques-unes. Mais t'as genre Baran qui traite son fils de petit insolent, tu vois, comme s'il allait lui mettre une claque, sauf qu'il lui met un gros coup une grosse patate de bâtard, tu vois. Il lui dit à un moment, tu penses qu'un enfant peut battre ses parents? Et je trouvais ça génial dans le truc, genre c'est un fils qui affronte son papa. Et à la fin du combat, Fly gagne contre Baran. Ouais, enfin personne gagne finalement. Enfin tout le monde gagne ce combat. Bah, c'est surtout Fly qui le gagne et Baran qui lâche cette phrase qui dit je ne peux plus faire machine arrière, c'est ça les adultes. Et tu vois, je trouvais ça génial, genre bah non, c'est un non-sens cette phrase, tu vois, mais voilà, c'est un adulte parce que en plus Baran il a vraiment le profil atypique du père blédard, tu vois, quand il est transformé en homme monstre dragon, il a une stache mou, il déteste les humains, les étrangers et compagnie. Par rapport à Vegeta, tu le mets à quel niveau? Ah bah je le mets bien au-dessus. Ah ouais, donc il je le mets bien plus au-dessus. algérien que Vegeta pour toi. Mais ouais, parce que tu sais quoi, Baran, il veut même pas que son fils existe, tu vois. Il veut récupérer son fils et il veut l'amener au bled. Il veut pas genre qu'il vive avec les humains ni rien. Vraiment, il veut le ramener au bled. Et cette moustache, j'ai jamais vu plus belle c'est la plus belle moustache dans du le manga. manga, j'en ai pas vu. Mais j'avoue, moi c'est un combat. Enfin, tu vois, je l'ai relu ce midi et ça t'a remis des frissons, quoi. Ça m'a remis des frissons et à la base c'est le premier manga qui m'a vraiment mis la larme à l'œil et bah ça marche encore. Mais tu sais, quand je te dis que tout le monde gagne à la fin, c'est que finalement les sacrifices ont servi et ils seront pas non plus dans le vide. Le vrai combat dramatique de Baran, c'est quand il se bat contre Adora. Beaucoup plus tard. Bien après. Parce que là, finalement, Baran s'en sort vivant, Fly s'en sort vivant, Baran sauve Popou. Non, mais c'est une sorte d'ex-aequo tragique, tu vois. C'est un ex-aequo tragique. Gomme, il parle. Non, mais je veux pas revenir sur le fait que Gomme parle. Non, mais si, ça c'est le meilleur moment de ce combat, c'est que Gomme parle aussi. Mais voilà, un vrai moment. Alors, dans ce duel-là, un vrai moment tragique qu'il y a, c'est vraiment plein de tomes après quand Adora se bat contre Baran. Là, il y a un vrai instant tragique, genre il y a pas de vie supplémentaire. Et ce moment, il est vraiment très très triste. Mais de toute façon, c'est Fly, lisez Fly. Juste pour encourager Popu, c'est le mec le plus courageux de cette série. Et c'était le dernier combat de nos 10 combats, de nos 10 scènes de combat culte. Je pense qu'on pourrait en parler de chacune pendant des heures. Ouais. Je pense qu'on a essayé de faire très très court. Je pense qu'on s'est dépêché de parler. Moi je suis frustré là. Je suis frustré. N'hésitez pas, Cagnard5DC sur les réseaux sociaux, il est sur Facebook, il est sur Twitter. Vous pouvez aller lui parler de ses combats, l'affronter et mais personne n'hésitez peut pas m'affronter. Je suis le Baran de Facebook. Mais on a encore plein de trucs à dire sur ces combats, donc n'hésitez pas à revenir, vers nous. La discussion continue de sur toute les façon, différents réseaux. Avec grand plaisir. Les discussions sur la bagarre, je pense qu'elles sont pas terminées. Moi, j'en ai pas terminé en tout cas. Et je crois même que la prochaine émission parlera aussi de bagarre. Tiens, et de moustachu? Non. Juste de bagarre. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Donc la prochaine qui sera sur la baston et sur pourquoi on aime autant la baston. Parce qu'il y a des moustaches. Là on va rentrer dans de la psychologie très forte, monsieur. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Bon week-end. Quel que soit le moment où vous bonne nuit, écoutez. bon week-end. Bon footing. Bonnes vacances. Ouais. Non. Bonne si année vous êtes en vacances, allez vous faire foutre, sérieux. Nous, on bosse. Et bonne année encore. Oui. 2020. Et bonne année encore. 2020. Évidemment. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao. Bye bye. Ciao. Salut.